4,5 milliards, c'est le prix global de l'audiovisuel public. Pour financer Angot, Ruquier, Nagui ou autres Cohen, nous sommes taxés de 138 € par an. 138 €, c'est le prix de la redevance audiovisuelle qui sera, dès l'an prochain, payé par tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas de télévision. Nous payons 138 €. Je paie 138 €, alors que Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ne veut pas de moi puisque je suis mâle, blanc et de plus de 50 ans. Moralité, elle veut bien de notre argent, mais elle ne veut pas de nos gueules. Alors si nous faisions ensemble un énorme bras d'honneur à tout cela en prenant une décision simple, consacrer notre argent à nos idées. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cette édition, 18% de musulmans en France en 2050. Quelles conséquences? Et en deuxième partie, la Corse et la France vers la séparation. Et en troisième partie, les amoureux de la France, est-ce un air de printemps pour la droite? Et nous terminerons par la rubrique « J'avais 20 ans ». Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un écrivain et journaliste de renom, plutôt réac, et il nous dira si cette appellation lui convient. Il est le dernier d'une fratrie de 7 enfants, d'un père militaire et d'une mère au foyer. Un foyer qui lui donnera ses premiers bagages intellectuels. Il a fait Sciences Po Paris et c'est là-bas qu'il découvre son écrivain fétiche, Pierre Drieux-La Rochelle. C'est un homme versé dans la culture en général et dans le cinéma plus particulièrement. Pour lui, la droite se dérobe sur ses valeurs dans le traitement du journalisme culturel. Il dit « La droite le pratique en se contentant de singer ce qu'écrit la gauche ». Rares sont les journalistes qui assument de faire de la critique culturelle avec une grille de lecture de droite. Alors que nos confrères de gauche trouvent tout naturel d'y appliquer leur vision idéologique. Il commence sa carrière de journaliste à l'Idiot International. 5 ans après, il intègre l'équipe du Spectacle du Monde, dirigée par Michel de Gégère. À partir de l'année 2000, il écrit pour les hors-séries du Figaro que vient de fonder Michel de Gégère. Parallèlement, il collabore à Valeurs Actuelles, tout d'abord en tant que critique cinéma, puis titulaire de la rubrique Culture. Toujours à Valeurs Actuelles, il devient rédacteur en chef Culture, puis Débat et Opinion de 2009 à 2013. En tant qu'écrivain, outre sa participation à de nombreux ouvrages collectifs, on lui doit des livres de référence comme Dictionnaire passionné du cinéma, 6000 films à voir ou à fuir, Woody Allen, portrait d'un anti-moderne, La Compagnie des Anges, sous-titré Petite vie de Fra Angelico. Politiquement, il se définit moins comme un conservateur que comme un anti-moderne. Je vous demande d'accueillir Laurent Dandrieux. Merci, bienvenue dans notre bistro. Caroline, Benoît, Philippe, Nicolas et Pierre. Merci Laurent Dandrieux. Est-ce que c'est simple de diriger les pages culture de Valeurs Actuelles alors que c'est avant tout un hebdomadaire économique et politique? Vous auriez peut-être dû le faire Vous auriez peut-être dû faire les pages culture de l'Équipe ou de Closer, ça aurait peut-être été plus simple. Non, c'est vous qui le dites qu'on est d'abord politique et économique, on est généraliste. C'est comme ça. Et non, on s'intéresse à tous les sujets, y compris la culture. Et je pense que justement, c'est assez sympathique justement de faire ça dans un journal de droite, clairement à droite, parce que la droite, je pense, a plus qu'ailleurs conscience de l'importance politique des enjeux culturels. Et donc, pour quelqu'un qui, en plus, comme moi, comme le rappelait la petite présentation à l'instant, a une vision, une conception assez politique de la critique culturelle, je pense que c'est une approche que j'aurais eu du mal
à développer ailleurs qu'à Valeurs Actuelles. Alors, comme pour me contredire, bien évidemment, la une de Valeurs Actuelles cette semaine est consacrée à Jean d'Ormesson, dont vous m'avez dit que vous l'aviez beaucoup apprécié quand vous étiez jeune. Oui, effectivement, ça fait partie des écrivains que j'appréciais quand j'avais 15 ans. Vous avez changé de point de vue ? En fait, je l'ai beaucoup aimé à travers Chateaubriand, parce que voilà, on sait qu'il a écrit notamment une biographie amoureuse de Chateaubriand qui est tout à fait sympathique. Et puis après, j'ai découvert d'autres écrivains comme Drieux-La Rochelle, comme Paul Morand, qui sont, à mon sens, un peu du rayon au-dessus, assez largement. Mais bon, je garde quand même une sympathie pour son œuvre. Il y a quand même de très beaux livres, comme Au plaisir de Dieu. Après, il a sans doute trop écrit, je pense. Travailler à Valeurs Actuelles, c'est aussi accepter qu'on vous colle l'étiquette conservateur. On a entendu le mot réac, on a entendu le mot anti-moderne. Est-ce que pour vous détacher de cette étiquette, vous n'avez pas fait un petit peu de zèle, puisque sur Twitter, pour vous définir, vous citez vos préférences, Jésus, Vermeer, Lully et les Beatles. Oui, mais c'est pas une pause. C'est pas contradictoire, c'est quand même un peu et puis surprenant. C'est pas une pause, non, c'est effectivement là que se trouvent mes préférences. Alors, le lien entre Jésus, les Beatles, la chevelure peut-être, mais... Les Beatles, ils étaient plus célèbres que le Christ, à en croire John Lennon. Comme disait le regretté Johnny Hallyday, cheveux longs, idées courtes. Bon, ça s'applique pas à Jésus, évidemment. Mais merci pour lui. Non, le lien, je pense que quand on est journaliste culturel, c'est qu'on cherche un peu dans tout ce qu'on aime, un reflet de l'éternité à travers le beau. Et partout où on rend hommage au beau, eh bien on rend hommage au créateur. Donc je pense qu'il y a une logique. Allez, on passe à autre chose. Vous avez consacré un ouvrage amoureux, savoureux, de référence à Woody Allen. On l'a vu là aussi dans la présentation. Woody Allen, l'anti-moderne. Vous avez évoqué les thèmes qui composent l'univers de ce cinéaste, dont bien évidemment le sexe et les femmes. Or, depuis l'affaire Weinstein, le malaise grandit autour de Woody Allen, accusé de viol et de harcèlement sexuel, mis en cause même par ses propres enfants. Est-ce que votre perception du personnage a changé depuis cette affaire ? Non, parce que ces affaires sont des affaires anciennes, qu'il a toujours niées. La justice a estimé que les preuves n'étaient pas... Mis en cause par ses propres enfants, hein. Oui, par certains de ses propres enfants et défendus par d'autres. Après, j'ai fait le choix, en écrivant ce livre, de ne pas m'intéresser à la vie privée du personnage. J'ai vraiment voulu faire un décryptage de l'œuvre, de ce qu'elle disait du monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut bien toujours s'attacher à faire ces distinctions. Et quand bien même ce serait, à titre individuel, un monstre épouvantable, ça ne retire rien à l'intérêt intellectuel de ce qu'il raconte et à la qualité qu'on peut trouver à son œuvre. Et donc je pense que ce sont des procès en diabolisation qui ne sont pas très pertinents. La cinéaste chasse l'autre, Michel Audiard. Vous avez choisi, j'ai trouvé que c'était assez surprenant quand même, de faire la une de Valeurs Actuelles, c'était la semaine passée, sur Michel Audiard, un dossier spécial que vous avez dirigé, avec une une intitulée « Audiard revient, ils sont devenus fous ». Est-ce que c'est un petit coup de nostalgie ? Non, je pense qu'on n'a pas voulu faire sombrer dans cette maladie sénile de l'enracinement qu'est la nostalgie. On a voulu célébrer Audiard dans la mesure où il nous semblait assez emblématique d'une France qui est toujours bien vivace, mais qui est très souvent maltraitée, vilipendée, culpabilisée par les élites. Et dont il me semblait assez bien incarner l'esprit de résistance. Et en fait, la France d'Audiard, c'est dans la France d'aujourd'hui, cette France insolente, cette France politiquement incorrecte, cette France pleine de verve, qui refuse de céder au diktat de la bien-pensance et qui refuse de mourir. Ah, vous allez plus loin dans Valeurs Actuelles, vous évoquez à l'exemple d'Audiard, une France donc insolente, comme vous venez de dire, qui refuse de s'en laisser compter par les bonimenteurs des comices médiatiques. Qui sont ces bonimenteurs des comices médiatiques ? C'est tous les professeurs de morale qui aujourd'hui essayent effectivement, sous couvert de vertu, de nous empêcher de penser librement et de nous empêcher d'appeler un chat. Et je pense que c'est quelque chose dont les Français... Vous avez des noms ? On n'est pas là pour polémiquer, mais vous les connaissez tous. Alors, détrompez-vous. Non, mais on est venu que pour ça, d'ailleurs. Il y en a 25 000, je ne saurais même pas par où commencer. C'est à gauche qu'on fait des listes. Mais voilà, tout à fait. Mais je pense que tout le monde voit très bien de quoi il s'agit. Mais je pense que les Français sont à la fois horripilés par ça,
par cette morale bien pensante. Et en même temps, ils sont un peu culpabilisés, donc ils n'osent pas toujours relever la tête. Et je pense que l'idée d'un numéro comme ça, c'est de leur donner envie et leur donner le courage de relever la tête et de dire ce qu'ils ont vraiment sur la patate. Et vous écrivez aussi la France intérieure qu'Aimé Audiard, elle n'est pas morte. C'était quoi cette France qui n'est pas morte? Qu'est-ce qui caractérise cette France insolente? C'est cette France qu'on voit dans ces films, c'est-à-dire cette France des bistrots qui dit ce qu'elle pense, qui appelle un chat, qui n'a pas peur des mots. Elle est pas morte, elle est culpabilisée, elle est mal à l'aise, elle a un peu honte d'elle-même, et je pense qu'elle demande qu'à retrouver de l'allant pour peu qu'on lui en donne le courage et qu'on lui montre la voie. Alors de l'allant, vous en avez, puisque votre dernier livre est un succès de librairie, il faut toujours le signaler, intitulé « Église et immigration, le grand malaise ». Et certains là vous ont reproché de vouloir faire le procès de l'Église et du pape, devenu finalement responsable de la crise migratoire. Et comme le dit, vous a répondu le père Vénard, il dit, mais ce sont les puissances d'argent qui ont décidé de faire venir une main-d'œuvre étrangère à bon marché. C'est pas le pape, c'est pas l'Église, c'est pas le pape qui a décidé le regroupement familial en France, c'est pas l'Église. Et donc elle doit faire face, comme nous tous d'ailleurs, à cette réalité imposée par d'autres. C'est sûr, mais on pourrait quand même s'étonner, enfin moi je m'étonne en tout cas, que l'Église ne s'indigne pas plus souvent de ce que les puissances d'argent fassent venir des quantités affolantes de travailleurs immigrés pour faire baisser les coûts de la main-d'œuvre. Et qu'au lieu de dénoncer cet esclavagisme moderne, elle s'en fasse d'une certaine façon l'accomplisse en s'obnubilant sur la question de l'immigration et en n'essayant pas de résoudre le problème de la pauvreté en Afrique d'une autre manière. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de donner aux gens qui sont tentés de venir chez nous les moyens de rester vivre dignement chez eux. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend majoritairement dans le discours de l'Église aujourd'hui, même si par exemple des gens comme le cardinal Sarah ou le cardinal Turkson ont tout à fait ce discours-là, qui est un discours qui me paraît très, très responsable, mais qui me paraît malheureusement aujourd'hui minoritaire dans le discours général de l'Église sur ces questions-là, qui cède vraiment à une espèce de mode du tout migratoire qui me paraît à la fois évidemment désastreuse pour l'Europe, mais sans profit aucun pour les populations immigrées qu'on invite en quelque sorte à rejoindre un continent dont les capacités d'intégration, on le sait, sont en panne depuis très longtemps. Église et immigration, le grand malaise. De la même façon, vous évoquez le suicide de l'Europe, mais l'Église et le pape ne sont pas responsables du suicide européen, de la dénatalité, on va sûrement en reparler, de l'abandon de la foi, de la pratique religieuse, une pratique qui est d'ailleurs combattue non pas par l'Église, mais par le pouvoir politique et par le pouvoir médiatique. Donc pourquoi leur faire porter la responsabilité de quelque chose qu'ils n'ont Alors, ils n'en sont pas premièrement responsables, mais est-ce qu'ils n'en sont pas complices dans la mesure où ils ne s'indignent pas de ce phénomène et ils concourent à l'alimenter par un discours qui est malheureusement très souvent identique à celui de la bien-pensance dominante qui alimente ces flots continus d'immigration. Je pense que l'Église, on nous dit très souvent que le pape François sur ces questions a un discours de radicalité. Moi, je pense au contraire que c'est très souvent un discours de facilité. C'est-à-dire qu'on va dans le sens du vent au lieu de prôner des solutions plus compliquées, plus à long terme, mais beaucoup plus courageuses, comme de, effectivement, expliquer aux populations tentées par l'immigration que leur avenir est sur leur continent, dans leur propre pays. Mais ça, c'est moins flatteur médiatiquement. Ah bah vous aimez bien la polémique, parce que s'en prendre directement au pape, c'est pas si simple. Non, je n'aime pas la polémique pour la polémique, et surtout, je n'aime pas avoir à m'en prendre à l'Église. Et ce livre, je ne l'ai évidemment pas écrit de gaieté de cœur. Je l'ai fait parce que j'ai pensé qu'il y avait urgence, et que malheureusement, il n'y avait personne d'autre qui s'y collait à ma place. Donc, il a fallu que quelqu'un se décide. Mais non, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Après, quand on me dit comme on m'a souvent accusé de charger l'Église, je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de témoignages de soutien de membres de la hiérarchie. J'ai reçu il y a 2 jours une lettre d'un membre de la hiérarchie de l'Église assez haut placé, dont Toujours pas de nom ? Que je n'embarrasserai pas. Non, pas de polémique. Pas de polémique. Je voudrais pas lui créer des soucis, mais qui me félicitait pour le courage de mon livre. Et donc voilà, je pense qu'il a bien compris, lui, que c'était pas une attaque contre l'Église. Voilà, toujours avec Laurent D, notre invité. Voilà. Est-ce que le pape peut tenir un autre discours ? Est-ce que le pape peut tenir un autre discours que le sien en matière d'immigration ? Après tout, ce sont les exigences même de l'Évangile. Car vous êtes catholique.
Non, je ne pense pas que ce soit les exigences de l'Évangile de dire ouvrez toutes grandes les frontières. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Évangile. Le problème, c'est que dans cette affaire, il y a une confusion constante entre la politique et la charité. On prône des positions politiques sous couvert de charité et en essayant de les valider. Quand je dis on, c'est le pape François, parce que je cite des noms comme ça. Mais voilà, en manipulant des préceptes évangéliques, et notamment la parabole du bon samaritain et autres. Les mauvaises actions se font toujours au nom des bons sentiments. En tout cas, d'une certaine confusion des ordres. Et là, effectivement, il y a une absence de réflexion politique, une absence de réflexion sur le bien commun qui me paraît absolument désastreuse et il me paraît absolument urgent de dénoncer. Dernier argument, contre-argument. On ne peut pas vous faire le reproche qu'avec ce genre de livre, vous donnez du grain à moudre à toutes ces personnes qui se sont éloignées du message chrétien parce qu'ils se basaient sur cette générosité trop forte de l'accueil des étrangers. Est-ce que vous ne faites pas le jeu de ceux qui reprochent à l'Église tout cela? Est-ce que vous ne détournez pas les chrétiens de leur devoir? C'est ce discours qui éloigne les Européens de l'Église et qui suscite une colère grandissante de beaucoup d'Européens vis-à-vis de l'Église, et qu'au contraire, il est urgent de leur démontrer que l'Église, que le catholicisme ne se limite pas à ça, et qu'il ne faut pas jeter le bébé catholicisme avec l'eau du bain immigrationniste. Et ça, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite, dans 2 secondes, si tout ne se coule pas, aux questions. Et avant, je vais vous présenter un petit nouveau parmi les sociétaires, Benoît Dumoulin, qui représente ici ce soir le journal L'Incorrect, qui vient de publier, il y a 2 ou 3 jours de cela, un dossier 100% conservateur, élégant, frondeur, assumant l'héritage, l'homme de demain. Est-ce que vous vous sentez absolument en symbiose avec ce genre de portrait? Oui, alors avec le genre de portrait, j'ai un peu de mal avec le dossier est très intéressant, je l'ai lu déjà. Ça, c'est pour montrer qu'on est journaliste, l'entre-soi des journalistes. Non, ça montre que voilà, on se lie entre nous, c'est pas de l'entre-soi, ça prouve qu'on se documente. Et donc, vous avez un problème avec J'ai un problème avec le mot conservateur, tout simplement, parce que le conservatisme, on ne sait jamais très bien ce que c'est. Si c'est effectivement une réaction contre le constructivisme des utopies progressistes et le fait qu'on prétende modifier les sociétés ex nihilo comme un mécano où l'homme finalement ne serait plus qu'un pion, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que souvent, on a l'impression que le conservatisme, ça consiste à se dire, bon, on arrête les bêtises là, mais on ne va pas essayer de rectifier celles qui ont déjà été faites avant. Et donc, ça peut être assimilé à une forme d'immobilisme. C'est la fameuse phrase de Chesterton que vous connaissez certainement, mon cher Martial, et donc vous allez me dire... Mais je lis Philippe Maxence, mais je ne l'ai pas en tête. Eh bien, Chesterton expliquait que le progressisme consiste à accumuler des erreurs et le conservatisme consiste à empêcher de les corriger. Voilà, je ne lis pas assez bien Philippe Maxence. Et Léon Daudet dit que c'est un mot qui commence très mal. Alors oui, voilà, on va ouvrir le débat sur le conservateur. On va donner la parole à Benoît Dumoulin pour L'Incorrect et pour défendre son dossier. Juste peut-être un mot, parce que j'ai remarqué que la une, tous les gens ne le savent pas, mais sur la une, il y a en fond peut-être quelque chose qui m'interpelle, 100% conservateur, mais ce personnage, le fond... Il faut qu'on regarde, on va le voir il est en réalité l'écran. à la Bibliothèque nationale de France. Et le quartier de la BNF, c'est pas le quartier que je placerais du côté des plus conservateurs. C'est plutôt le quartier bobo, société liquide, société fluide. C'est moins le quartier que la bibliothèque. C'est peut-être pas le... Non mais si j'ai aucun problème sur le Benoît Dumoulin, vous êtes accusé. Vous avez bien fait de venir pour la première fois sur Bistro Liberté. Répondez. Le garçon de coiffeur en plus. Répondez. Non mais c'est pas le costume. C'est effectivement pas le quartier qui était choisi, mais évidemment la culture. Et quand on en parle de conservatisme, bien sûr, on n'en parle pas au sens où Chesterton le dénonce à juste titre. Qui lui-même se disait conservateur, d'ailleurs. Voilà, mais au sens de l'enracinement, en fait. La philosophie de l'attachement, la philosophie de l'enracinement qui consiste à ne pas suivre ce fameux sens de l'histoire qu'on cherche à nous imposer en déconstruisant toutes les réalités sur lesquelles la vie est fondée, la nation, la culture, et donc d'où le choix du monument. Et de l'Incorrect que vous avez acheté en kiosque. Voilà. Je salue aussi bien évidemment Karine Parmentier, j'aurais dû commencer par vous. Le numéro 9000, on en avait parlé la fois précédente, il est né, le numéro 9000 de présent. 9000, ça veut dire que vous travaillez sur le 10 millième. C'est pas mal ça. Hein. C'est-à-dire que
Nous n'étions pas nés quand ça a commencé. Formidable. Philippe Randa, vous dirigez le site Euroliberté. Vous êtes d'accord avec moi? Vous étiez né au moment de la création de Nicolas Gauthier, vous représentez Boulevard Voltaire, le site de réinformation, et Pierre Gentillet, vous êtes enseignant à la Sorbonne et vous êtes l'ancien dirigeant des jeunes de la droite populaire de Monsieur Mariani. Et puisqu'il n'est pas là, je peux faire sa pub. Parmi les sociétaires, il y a un petit livre, un très beau livre qui vient de paraître, c'est celui de Romaric Sangars qui s'intitule Conversion et que je vous invite bien évidemment à découvrir. C'est aux éditions Léo Cher, un éditeur de grande qualité. On va passer tout de suite à notre premier sujet avec, avant la présentation de votre caricature, ne restez avec nous néanmoins, Laurent Dandrieux, dessiné par Ignace. Vous savez que vous pouvez vous aussi avoir votre propre caricature, vous battre à Noël en offrant la caricature à la personne que vous n'aimez pas. La vraie adresse de contact d'Ignace, c'est contact@designace, DE2SIGNACE.com, contact@designace.com. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec notre premier sujet. « 18% de musulmans en France en 2050. Quelles conséquences ? Une étude américaine sérieuse prévoit, dans une hypothèse d'une forte immigration continue, une population de 13 millions de musulmans en France d'ici 2050. Le centre d'études qui fournit ces chiffres mentionne qu'en raison de la baisse de la natalité, seule une immigration importante peut permettre aux pays européens de ne pas décroître. D'ores et déjà, les grandes entreprises commerciales prennent les devants. C'est ainsi que Nike vient de lancer le premier hijab pour le sport. Entre acceptation ou résistance se dessine la France des 30 prochaines années. Mais avec quelles conséquences ? Alors, la question, elle est simple. Une étude qui fait 3 estimations, avec 3 conclusions différentes en cas de forte immigration. C'est le cas qui a été retenu. De forte immigration, c'est-à-dire une immigration qui se poursuit sur le rythme que nous connaissons actuellement. Nous arrivons donc à des chiffres qui indiquent qu'il y aurait 13,2 millions de musulmans en France d'ici 2050, c'est-à-dire 18% de la population, à rapprocher de la Suède 30% ou de l'Allemagne 20%. À partir de là, notre réflexion, c'est de ne pas revenir en arrière qui est responsable, mais de dire qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qu'on prévoit, quel est ce monde d'après qui s'avance devant nous. Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur les chiffres en valeur absolue, mais sur l'évolution, parce que les chiffres sont toujours... ça dépend de quelles données on parle. Je pense qu'en l'occurrence, cette étude s'est basée sur des données officielles, dont on sait qu'elles sont assez largement minorées. Je crois que pour la France, ils ont retenu le chiffre actuel de 5 millions de musulmans, alors que par exemple, je crois que quelqu'un comme Jean-Paul Gourevitch estime qu'on est plutôt à 8 millions. Mais ce qui importe, effectivement, c'est la très forte évolution. Et dans l'hypothèse la plus dramatique, je pense que l'évolution représente plus de 200% en 30 ans. Donc c'est considérable et c'est surtout extrêmement rapide. Et c'est surtout une rapidité qui, à mon sens, interdit tout rêve, tout espoir d'intégration. C'est-à-dire que quand vous avez des masses qui sont en jeu aussi importantes et qu'elles arrivent avec une rapidité telle, l'intégration est tout simplement mécaniquement impossible, quand bien même les populations en question seraient éperdument amoureuses de la France et éperdument désireuses de s'intégrer. Il y a une force des masses et des phénomènes qui fait que cette intégration, tout simplement, ne peut pas avoir lieu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut absolument se battre avec la dernière énergie pour que tout cela n'arrive pas, parce que si ça arrive, on va avoir tout bêtement une France musulmane. Et je pense qu'on est... Enfin, une France musulmane, c'est 18% de la population, c'est pas 82% de la population qui sera non musulmane. Oui, mais d'abord, je vous rappelle que c'est une hypothèse basse. Et ensuite, c'est une hypothèse haute qu'on prend là. Oui, mais je vous dis que c'est une hypothèse basse dans la mesure où les hypothèses de départ, à mon avis, sont optimistes. Et ensuite, on voit bien que déjà aujourd'hui, il y a un processus d'islamisation de la France qui est en marche,
qui n'en est qu'à ses prémices, mais qui est quand même très fort, avec effectivement des bras de fer permanents entre cette communauté musulmane qui se repose sur son importance numérique considérable pour essayer d'obtenir de la société française et parfois y réussir, ce que les Québécois, nos amis québécois appellent des accommodements raisonnables, et qu'il faudrait mieux appeler des accommodements déraisonnables d'ailleurs, qui consiste en fait à l'application d'une forme de charia subreptice à l'amiable pour dire, ben voilà, nous sommes nombreux, nous avons nos modes de vie, nous avons nos valeurs et vous devez les respecter. Et ça, c'est inéluctable quand on arrive avec des communautés d'une importance aussi considérable. Nicolas Gauthier, vous partagez ce point de vue ? En grande partie, oui. Alors après, bon, déjà pour commencer, on ne va pas se battre sur les chiffres, hypothèse haute, hypothèse basse, où Hervé Lebras dit qu'effectivement il n'y a que 2 millions de musulmans en France, ça me paraît assez peu, après qu'il y en ait 8, peut-être entre les deux. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de savoir effectivement pourquoi cette étude qui est issue du Pew Charitable Trust a été reprise par toute la presse. Alors cet institut se présente comme une ONG et qui a tout d'une organisation non gouvernementale mais très gouvernementale. Bon, elle est proche de certains cercles conservateurs, néoconservateurs, type John Birch Society, American Liberty League. Mais tout ce qui est marqué américain n'est pas mauvais. C'est pas que ce soit mauvais, mais je sais pas, je pose la question. C'est pas les Américains en général, c'est une certaine tendance américaine, néoconservatrice, donc celle qui nous a amené quand même un certain nombre de guerres sans lesquelles il y aurait peut-être moins d'immigration de masse aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont plus ou moins au pouvoir aujourd'hui, qui sont pas connus pour je pense à des gens comme Rupert Murdoch, qui lui est australien d'origine, des chaînes comme Fox TV, qui sont jamais les derniers à accabler la France. Mais enfin, bon, à la limite, peu importe, mais c'est intéressant de savoir qui fait quoi. Là, je cite des noms, par exemple, le directeur de cet institut, qui s'appelle Donald Kimmelman, a quand même été inquiété en Russie dans les années 80 comme étant un espion américain. Alors, je sais bien, dans les années 80, c'était pas encore Poutine, mais enfin, un espion demeure un espion. Ces choses-là mises à part. Ça, c'est du Audiard, hein. Peut-être du Labro, je ne sais pas, ou du Dabadi. Ce qui me gêne dans ce discours, c'est quand vous dites, par exemple, la communauté musulmane dit que, vous parlez exactement comme si la communauté musulmane en France était organisée de façon pyramidale, avec une adresse, un siège social, un porte-parole. Or, les musulmans en France, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Tout dépend, est-ce qu'on parle d'immigrés, de maghrébins de première, deuxième, troisième génération, de Français convertis à l'islam, de musulmans issus du Maghreb, sont-ils marocains, algériens, tunisiens, sont-ils d'Afrique subsaharienne? Donc vous faites une espèce de gloubi-goulba, on a l'impression à vous entendre, qu'il y aurait un petit peu comme dans les contes pour faire peur aux enfants, le vieux sage dans la montagne, qui est un peu comme le Dr No dans James Bond, théoriserait tout ça. Or en fait, il y a une migration de masse en Europe, c'est pas simplement parce qu'on vit mal dans ces pays, qu'on y vivrait sûrement mieux si l'Occident n'avait pas déclaré des guerres toutes plus mortifères et stupides les unes que les autres. Ça, c'est un fait. Oui, après, vous avez tendance, d'un côté, on dit oui, il y a un théoricien de tout ça qui serait une espèce, oui, de Dr No musulman. Après, c'est la faute de l'extrême gauche, des sans-papiéristes. Personne n'a parlé de ça encore. J'essaie de défendre les valeurs actuelles depuis assez longtemps. Donc c'est un procès actuel depuis assez longtemps. Quand on parle d'immigration, c'est pour dénoncer l'extrême gauche. Alors, à mon sens, un des premiers vecteurs de l'immigration de masse en France, c'est le grand patronat, dont l'hebdomadaire fort bien fait par ailleurs. Mais nous l'écrivons régulièrement. Oui, mais qui fait preuve d'une schizophrénie, moi, qui m'a toujours amusé. C'est que dans les pages politiques, vous dénoncez une immigration que vous encouragez dans les pages économiques. À partir du moment l'immigration. Alors vous avez, on va laisser Laurent. Je finis juste. Ah bah oui, mais si vous le. On n'est pas là pour faire le procès de valeurs actuelles. C'est un peu commencé là. Mais ça me semble assez baroque d'entendre des gens conservateurs pour travailler en valeurs actuelles qui gueulent contre l'immigration, alors que ils disent la même chose que leur pendant de centre-gauche, qui sera à peu près les Échos, le Challenge, ou l'opinion d'un autre libéral de droite, comme de dire Nicolas Bétou. Vous faites le même amalgame que vous me reprochez de faire vis-à-vis des musulmans, c'est-à-dire que vous pensez que le capitalisme est un truc absolument homogène et que il n'y a qu'une seule sorte de capitalisme, le capitalisme qui effectivement encourage l'immigration, qui existe, mais qui n'englobe pas la totalité des phénomènes capitalistes. Et donc on peut défendre un certain esprit d'entreprise, on peut défendre une certaine forme de capitalisme sans
défendre cet ultralibéralisme qui, effectivement, encourage l'immigration de masse. Sur la question des musulmans, non, effectivement, cette communauté musulmane qui existe de facto, elle est, évidemment, comme toutes les communautés, protéiforme, elle est diverse, et elle comporte des courants tout à fait différents. En revanche, elle est unie par cette croyance en l'islam qui, en dehors du fait qu'elle est une religion, est aussi un projet politique. Et ça, c'est un projet politique. C'est la tarte à la crème. Non, c'est absolument pas faux. Ce n'est pas une religion, c'est un système politico-économique. Parce que la taquilla, ça n'existe pas, peut-être. Si la taquilla est un concept religieux interne aux chiites. Qu'est-ce que la taquilla? On rappelle. La taquilla est un concept théologique interne propre aux chiites qui, lorsqu'ils étaient persécutés par la majorité sunnite, ont développé l'art du mensonge pour sauver leur peau, un peu comme après la Reconquista. Mais il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de recourir à la taquilla pour dire que l'islam est un projet politique. Tout le monde le dit, tous les musulmans le disent. Ça fait partie de l'islam. Tous les islamologues vous le diront. Si vous niez ça, c'est que vous n'avez jamais lu le moindre islamologue. Parce qu'ils sont tous unanimes là-dessus. Les plus modérés comme les plus... Rémi Brague, par exemple, vous dira que... Benoît Dumoulin, on va continuer. Rémi Brague répondra, juste je m'émisse Immiscez-vous, cher ami. Dans cette question, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est aussi une loi qui régit les mœurs et donc qui vous dit comment il faut vous habiller, comment il faut manger, et pas uniquement une religion qui régit le domaine de la vie intérieure. Première chose. Moi, je voulais réagir surtout à ce que vous disiez, Martial, sur qu'est-ce qu'on fait au-delà du constat, au-delà de qui est responsable. Et il y a eu, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Michel Houellebecq dans Der Spiegel il y a, je ne sais plus, 3 semaines, un mois. Traduite en français dans Valeurs actuelles. Exactement. Il y a des choses à lire dans Valeurs actuelles. Petit coup de pub. Oui, il y en a même beaucoup. Où Michel Houellebecq, effectivement, disait que pour sortir par le haut de cette crise, il appelait à une prise de conscience de nos racines chrétiennes. Et alors lui, il poussait la formule jusqu'à dire il faudrait que le catholicisme soit à nouveau religion d'État. Ah bah il a des supporters, c'est parce qu'il a entièrement raison. Sur la question de savoir si le catholicisme peut être religion d'État, ça, je pense pas que ça soit une des questions qui nous concerne aujourd'hui même. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on ne veut pas que les musulmans quelle que soit leur diversité, aient conscient et le sentiment d'arriver dans une terre vide, dans une terre qui n'est pas liée à une histoire, à une identité, à une culture et à une religion. Et il faut que le peuple français ait conscience de son identité, de son histoire. Tout à fait. Alors, excusez-moi, Martial va me taper dessus, mais citer Houellebecq justement dans cette citation, effectivement, il dit... Seulement, dit Laurent Dandrieux. Non, et il dit effectivement, parce qu'avec un catholicisme religion d'État, les musulmans français ne s'y sentiront que plus à l'aise. Et ça se voit, par exemple, à miroir renversé, en Russie et en Iran, où il y a une religion d'État, les minorités vivent beaucoup mieux que dans un État où il n'y a pas de religion. La reconnaissance par la France de la prééminence du catholicisme dans son identité est le seul moyen d'éviter la rivalité communautaire. Tout à fait. Alors, on poursuit. Est-ce que voilà un moyen? Alors, Caroline Parmentier. C'est très bien de parler à long terme, en effet, comme vous dites, mais l'urgence, elle est là. Hein. Les chiffres sont proprement affolants, en effet. Quand on voit les problèmes que pose la communauté musulmane actuellement à la France, on imagine si cette population doit doubler. On sait déjà que 30%... musulmane, pas toutes, enfin, je veux dire, Caroline Parmentier, sérieusement. Oui, mais... Quand ils sont majoritaires, généralement dans les quartiers, les problèmes se posent. Quand ils sont minoritaires, les problèmes ne se posent pas. Comme vous l'avez dit très justement, l'intégration et l'assimilation sont impossibles pour le nombre actuel. On sait que 30% par exemple des musulmans, Martial, et ça c'est la communauté musulmane, privilégient la charia sur la loi républicaine. Un sondage l'a montré. Ça c'est la communauté musulmane. Voilà, tous les jours actuellement en France, l'islam pose un problème. On a les revendications communautaristes, on a les chauffeurs de bus qui ne veulent pas conduire après une bonne femme, on a les enfants dans les écoles, les enfants juifs dans les écoles qui sont persécutés. On a les chauffeurs de VTC qui sont hyper sympas et qui font le boulot. Oui, on a ceux qui font le ramadan aussi et qu'il faut une pause pendant le ramadan. Voilà, le problème de tout ça, je ne vous parle pas du terrorisme islamiste, effectivement des crimes antisémites, comme on l'a vu pour Ilan Halimi, pour Sarah Halimi, de la salafisation des quartiers, de la molenbeekisation des quartiers. Le salafisme est actuellement l'idéologie religieuse qui est la plus représentée
sous-représentés chez les musulmans. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Manuel Valls. Alors il était bien placé pour le savoir. Donc voilà, de tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, de tout ça, Macron, lui, avec son élection, rien n'a changé. Les problèmes ont été mis de côté, mais rien n'a changé. Il est très fort d'ailleurs pour mettre les problèmes de côté, c'est un peu sa façon de fonctionner. On le savait de toute façon, il n'avait jamais dit qu'il inverserait le processus d'islamisation de la France, d'immigration massive, de submersion migratoire ou de salafisation. Absolument pas. Mais qu'est-ce qu'a fait la majeure partie de la droite? Elle a voté ou fait voter pour Emmanuel Macron. Oui. François Fillon, au soir du premier tour, a fait voter pour Emmanuel Macron un quart d'heure après sa défaite. Avant même que les résultats de le lendemain, dans le Figaro, Alexis Brézé a fait voter pour Emmanuel Macron. Yves de Kerdrel, pardon mon cher Laurent, dès février, Valeurs Actuelles, dès février 2017 avait déclaré clairement à Libération, nous ferons élire le meilleur de droite à condition que ce ne soit pas Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé comme c'était prévu avec Macron et Le Pen, et ça a été Macron. Et ça a été Macron parce que toute la gauche et la majeure partie de la droite se sont ligués contre elle. Voilà. Je ne vous dis pas. La droite d'affaires adore Macron, c'est son candidat. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas pleurer sur la population musulmane qui double quand on fait élire Macron. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Ah ben non, simplement que Valeurs Actuelles n'a pas du tout appelé à voter Macron. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Puisqu'il n'a pas du tout appelé à voter Marine Le Pen. C'est vrai. Non, il n'y a pas d'éditorial. Est-ce qu'il y a oui, enfin, ne pas donner de consigne de vote alors qu'il y avait le danger Macron que vous dénonciez depuis des siècles et que toute la droite dénonçait, c'était faire élire Macron. Bien évidemment, pas d'hypocrisie. Eh bien, Caroline Parmentier, vous avez recentré Valeurs Actuelles, c'est toujours bon, par les temps qui courent. Philippe Randa. Pour en revenir un procès qu'on vous fait souvent. Hein. Si je ne m'abuse, la question, c'était en fait une prévision sur ce qu'allait devenir la France dans 30 ans avec ces chiffres-là. Alors c'est toujours dangereux de faire des prévisions parce qu'il n'y a pas plus casse-gueule. On ne peut pas savoir du tout comment les choses peuvent tourner. Ce sont quand même, il faut bien le dire, des recherches en matière de démographie religieuse. Voilà, exactement. De nombre de naissances. Ce qui est, comment dire, est permis par cet institut américain, mais qui n'existe pas en France. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on fait cette démarche-là. Par exemple, cet institut explique, je vous redonne la parole, que 53%, c'est le taux de musulmans parmi les migrants arrivés en France, en Europe, entre 2010 et 2016. 53% de musulmans. Ce sont des chiffres qui sont donnés et qui sont repris par la presse. Moi, je pensais jusqu'à maintenant que c'était totalement interdit comme Sferbot. Oui. Oui, mais enfin, ce qui est interdit, les lois sont faites pour être respectées. Mais ils ont été obligés pour les établir d'extrapoler, c'est-à-dire qu'ils ont pris le nombre par exemple, de Maliens qui arrivent en France et ils ont dit au Mali il y a tant de musulmans, le pourcentage de musulmans est de tant, donc ça, tant de centaines de milliers de Maliens, ça fait tant de musulmans. C'est donc une extrapolation, c'est pas une enquête. Je vous redonne la parole, Philippe. Pardon. Je peux poursuivre sur cette enquête qui a été faite. Dans les circonstances actuelles, avec les chiffres donnés, qu'on peut contester ou pas, mais si ça continue comme ça, mais rien ne prouve que ça peut continuer comme ça, parce qu'il y a 2 ans, qui pouvait penser qu'il y aurait 1 million de migrants qui arriveraient? 600 000 encore, des chiffres qui seront encore à vérifier cette année. Mais pourquoi pas l'année prochaine, 2 ou 3 millions de migrants pour des raisons différentes. Le réchauffement climatique, la misère, des guerres, une intervention de l'Occident, l'intervention américaine, ils font ça très bien d'aller mettre la pagaille dans un pays et il y aura immédiatement des millions de réfugiés qui pourraient arriver sous prétexte de guerre. Donc toutes ces statistiques-là, déjà, ça sert à rien. On peut très bien en avoir 10 millions de plus dans les 5 prochaines années. Et ça change toutes les statistiques. Il y a un mot que vous avez employé, et ce qui est dommage, c'est que la conversation est partie sur autre chose, c'est le mot d'intégration. Je pense que les statistiques de cette enquête, les chiffres donnés, c'est déjà la preuve que l'intégration républicaine dont on nous a bassiné pendant 40 ans est un échec complet. Parce que quand on arrive à avoir une population qui arrive comme ça, qui hors de l'Europe, extra-européenne, avec 18%, ou disons vingtaine de pourcents pour arrondir, d'immigrés qui ne sont pas intégrés dans la plus grande majorité des cas, ça prouve l'échec de l'intégration. Et donc, s'il y a une prévision à faire actuellement, mais je la mets entre guillemets parce que, comme j'ai dit qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est surtout la communautarisation de la société française, ethniquement, religieusement,
politiquement, parce qu'on ne sait pas ce que cette population va donner dans les urnes, parce que cette population, quand elle va voter, c'est bien de dire elle vote à gauche, elle vote à gauche. Je ne suis pas certain que les imams organisés en France, si ça doit être le cas, ça dépend du clientélisme, vont voter à gauche. Ça dépend comment le clientélisme fonctionne. Pourquoi voterait-il à gauche? Je pose la question, ça ne me semble pas évident. Donc ça va être une communautarisation complète de la société française. En fait, une libanisation, on va vers le modèle du Liban. On parle de partition en France actuellement. On parle de partition. Pour échapper à la guerre civile, on parle de division. Oui, mais pas seulement. Mais le fait que même François Hollande en parle. Mais effectivement, ce que vous disiez sur l'échec de l'intégration, pour moi, le signe très fort de ça, c'est ce rapport de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne est un think tank dont on sait qu'il n'est pas, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, hostile à la diversité. C'est ce qu'on appelle la diversité. Et donc, ils ont pondu un rapport qui s'appelait « Un islam de France est possible ». Et dans ce rapport, on lisait quand même que 28% des musulmans étaient classés d'ailleurs dans le rapport en question comme des ultras, plaçaient la charia au-dessus des lois de la République, et le taux augmentait jusqu'à 50% dans les moins de 25 ans. Donc effectivement, cette communautarisation, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Je n'ai pas fini de donner la parole à tout le monde, allez-y. Je terminerai juste sur une dernière chose. Moi, je suis très attaché à la laïcité, mais pas comme la laïcité est revendiquée par des laïcs qui vont sortir des croix sur la statue de Jean-Paul II en Bretagne et tout ça, parce que ces laïcistes-là ne s'attaquent jamais à la religion musulmane. Alors, Chronique de l'islamisation ordinaire de la France, c'est un livre très sérieux qui a été fait par François Billot-Leclerc. Vous trouverez là tous les éléments de réflexion de cette situation que nous évoquons. On a évoqué le terme de partition, Pierre Gentillet. Et ça, c'est une des conséquences possibles. Est-ce que c'est vers ça qu'on va? Et dans ce cas-là, est-ce que ça s'organise, la partition? Est-ce qu'on crée des communautés de résistance ou des communautés de collaboration? Même sécession, pourquoi pas? Je ne sais pas, je vous pose la question. Pour anticiper le sujet... Ou la soumission, après tout, Houellebecq. Oui, est-ce qu'après l'indépendance de la Corse, il n'y aura pas l'indépendance de la Seine-Saint-Denis? C'est ça ce que vous me dites? Je vous pose la question, je ne vous dis pas. Écoutez, j'ai pas la réponse à tout, je sais pas. Vous êtes enseignant à la Sorbonne. Je suis enseignant à la Sorbonne, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai la réponse à tout. Et, ça me surprend. Je me cantonne à mon domaine qui est le droit et qui est bien assez exigeant. On demande des pronostics pour l'avenir. Je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe, c'est-à-dire que, au fond, les prévisions démographiques, c'est toujours un peu casse-gueule. Parce que regardez, on prend un exemple que je connais bien pour la Russie. On n'a pas arrêté de dire depuis le début des années 90 que de toute façon la Russie allait s'écrouler démographiquement, qu'au fond ce pays allait se vider. En réalité, depuis 5 ans, la démographie repart, c'est constant, c'est stable. Et attention, ce n'est pas dû à de l'immigration, c'est pour le coup. Et puis c'est des Russes, là-bas pour le coup, ethniquement, qui font basculer la démographie vers le positif. Donc voilà, peut-être faire attention. Politique familiale. Ensuite, ensuite il y a la politique familiale, bien sûr, il y a l'élément politique derrière. Donc ensuite, je pense que de toute façon, c'est pas la question de savoir si c'est 20, si c'est 25, si c'est 30. La tendance, elle est là. Donc on peut discuter les chiffres, on peut discuter à 2, 3%, il y a des hypothèses hautes, hypothèses basses. On a un mouvement d'islamisation progressive parce qu'on a un mouvement, il faut chercher l'origine, d'immigration excessive depuis 40, 50 ans. Ça fait longtemps maintenant. Et je sais bien qu'on ne doit pas trop discuter des causes, mais enfin tout de même, il faut quand même s'interroger un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire, on tape beaucoup sur la gauche et l'extrême gauche. On a sans doute raison. Mais s'agissant de leur responsabilité sur l'immigration. Mais enfin, quel est le premier mouvement à quel endroit dans l'échiquier politique on a promu l'immigration en France? Le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas François Mitterrand. Et Jacques Chirac. D'accord? Effectivement, il y a Jacques Chirac après. Et le CNPF. Je veux dire, tous les premiers partis politiques qui ont promu l'immigration, ce sont des partis politiques de droite. Donc, et c'est ça que justement je veux essayer de souligner ici. Continuez, vous allez finir par mettre en cause le général de Gaulle. Non, j'en sais rien. Et Jean d'Ormesson. On peut. Oui, peut-être pas pour l'instant. Mais Johnny aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout dépend de quoi nous parlons. C'est-à-dire que la droite l'a fait pour des raisons économiques, la gauche a poursuivi pour des raisons économiques, surtout culturelles en réalité. Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près, on a une majorité à plutôt refuser ce mouvement. La question, c'est quoi faire et surtout avec qui? C'était ma question. Alors je réponds. Avec un professeur à la Sorbonne, il a une réponse. Mais oui, vous me posez la question, je porte la réponse. Alors voilà. Je m'en félicite. Alors, la droite qui nous a trahis aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la droite. Et si c'est une droite, c'est une certaine droite. La droite Giscard, la droite Borloo, c'est un excès, la droite Chirac, la droite NKM aujourd'hui,
la droite, l'UDI, ou toute cette espèce de... Même j'irais jusqu'à Wauquiez. C'est une droite libérale. Et c'est une droite pour qui, en réalité, l'exigence de marché prime sur l'exigence culturelle et l'exigence du bien commun. Et c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas remettre son logiciel en cause. Sarkozy fait une campagne formidable en 2007. Formidable. Le problème, c'est qu'il arrive au pouvoir et non seulement l'immigration ne baisse pas, mais elle augmente. Donc, il y a bien un problème. Et le problème, c'est pas juste de dire ils n'ont pas le courage. Non, ils ont les leviers politiques. C'est juste qu'ils préfèrent mettre en avant davantage les questions économiques. Et en l'occurrence, je veux dire, il ne faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre que l'immigration qui a été favorisée dans notre pays, c'est en réalité pour faire pression à la baisse et engranger une concurrence entre les travailleurs étrangers et les travailleurs locaux. Donc, la droite d'argent, droite d'affaires, moi que j'appellerais droite libérale d'un mot simplifiant, a tout trahi là-dessus. C'est pour ça, et c'est ma conclusion, c'est que si on veut inverser ce mouvement, eh bien, les NKM, les UDI, et même j'irais jusqu'à dire, moi, Wauquiez, je n'ai aucune confiance en Wauquiez. Le discours, c'est bien, mais le gramscisme d'un droite, quel bilan depuis 30 ans ? Enfin voilà, quoi, je veux dire, que le discours évolue, qu'est-ce que ça a changé pour nous que Sarkozy était très à droite depuis 2007 ? Donc, j'en conclus par là. Vous ne parlez pas des conséquences pour nous, je vous ai parlé de soumission, collaboration, résistance, on crée des communautés de résistance, attendez, je termine. Il faut une droite. Si on pouvait éviter d'avoir un vocabulaire à Hitlerum, ça serait bien. Vous pouvez essayer de nous couper aussi. Il faut une droite qui soit tout simplement conservatrice. C'est pas un gros mot. Et j'irais même jusqu'à dire, pour moi, mais attention tout ce qu'on met derrière. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot conservateur ? Parce que si c'est garder ce qu'il y a aujourd'hui, moi je veux pas garder grand-chose. Hein. Mais il faut une droite qui soit sûre d'elle-même et sûre de ses valeurs. Et qui n'est pas ça pour le coup de refuser un certain diktat qui nous vient de la gauche. C'est tout. C'est Pierre Boutan qui disait... C'est Pierre Boutan qui disait... C'est Pierre Boutan qui disait ce monde dans les banques... de ce monde dont les banques sont devenues les cathédrales, je n'ai pas grand-chose à conserver. Et je pense qu'il avait raison. Mais je pense que la situation politique est intéressante parce que la droite a été empêtrée par son écartèlement entre le conservatisme et le libéralisme. Et que l'élection de Macron opère une clarification, c'est-à-dire que le libéralisme enfin repasse clairement à gauche, cette gauche qui n'aurait jamais dû quitter, et que la droite a enfin une opportunité de se refonder sur une base exclusivement conservatrice. On ne va pas le descendre avant qu'il soit Benoît Dumoulin qui va nous dire. Non, sûrement pas. Mais pour tempérer un peu le cri alarmiste qui a été lancé et que je partage, on pourrait... moi, il se trouve que j'ai travaillé dans un cadre associatif et en banlieue, j'y ai vécu 1 an. Faut voir que la plupart des gens ne sont pas politisés, ils cherchent simplement à vivre. Après, ils peuvent facilement basculer du côté de ceux qui sont foncièrement anti-français, mais c'est comme dans toute communauté, le ventre mou suit la tendance, et la tendance est mauvaise. Mais pour moi, si vraiment on prenait le taureau par les cornes, ça serait encore possible d'inverser cette tendance. Maintenant, qui aura le courage politique ? On en discutera peut-être tout à l'heure. Allez, Nike commercialise le premier hijab de sport, comme c'est 30 €, je l'ai proposé à Caroline Parmentier, qui sera ravie. Je l'ai déjà. Vous l'avez déjà. Bon. Marché équitable, on fait les enfants, vous nous donnez les allocs. Voilà un marché équitable du point de vue d'Ignace. Entre l'Europe et l'islam, le Coran passe. Voilà, ça c'est bien évidemment. Et puis là, Laurent Dandrieux, vous êtes croqué avec moi. Je ne sais pas pourquoi on est victime de Nias, mais enfin bon, Bistro Liberté, bientôt appelé Témante Liberté, jamais de la vie, la liberté, c'est le pinard. Oui, allez, on signe, la liberté, c'est le pinard. Allez, on se retrouve dans quelques instants, on va parler de la Corse, la plus belle des îles françaises ou un pays ami. Réponse dans quelques instants. La Corse et la France, vers une séparation, le 10 décembre, se déroulera le 2e tour des élections territoriales en Corse. Le premier tour a été marqué par le raz-de-marée des autonomistes et nationalistes, les Corses, parfaitement conscients de la difficulté d'exiger une indépendance économique de l'île, veulent une prise rapide de leurs revendications. Sur fond de turbulences en Catalogne, faut-il s'éloigner de la Corse, réfléchir à une plus grande forme d'autonomie de l'île ou tuer dans l'œuf toute idée de sécession? Corse-France, vers la séparation?
d'accord. Laurent Dandrieux. La culture corse, c'est quelque chose? Oui, j'avoue en toute humilité de la connaître assez mal. Voilà, je ferai pas le flambard là-dessus. Je suis assez ignorant en matière de culture corse. Alors, quel est votre regard sur cette évolution de la Corse? Rappelons des élections territoriales qui viennent donc se substituer à ce qui existait avant. Ça efface les départements, ça efface l'esprit de région. Et bien évidemment, avec un raz-de-marée des indépendantistes et nationalistes, qui est d'ailleurs même encore plus fort si on y ajoute les indépendantistes d'Ourignouvou, qui ont fait 6,69%. Et donc, si on les rajoute aux 45% qui étaient sur le tableau, eh bien, on a plus de 50% pour des indépendantistes, autonomistes, nationalistes corses. D'abord, je pense qu'on ne peut que se réjouir que le nationalisme corse s'exprime aujourd'hui plutôt par les urnes que par les bombes et le terrorisme. C'est quand même une bonne chose. Il y a une sorte d'apaisement qui s'est imposé au fil des années, un renoncement à la lutte armée. Ensuite, je pense que c'est un phénomène qui, fondamentalement, ça masque de manière plus importante le fait que c'est un phénomène qui a beaucoup muté et qui n'a pas grand-chose à voir avec le nationalisme corse tel qu'il existait dans les années 70, pour le peu que j'ai pu en comprendre. Je pense qu'il y a aujourd'hui une dimension identitaire beaucoup plus forte, pas identitaire seulement au sens régional et au sens anti-continental. Je veux dire identitaire par rapport notamment au phénomène d'immigration et de maintien des cultures locales, quelle qu'elle soit, par rapport au phénomène migratoire. Et d'autre part, il y a aussi un phénomène qui se répand un peu partout en Europe, on l'a vu à propos de la Catalogne, qui est une revendication autonomiste qui croît logiquement à mesure que les États centraux se délitent, que la politique étatique ne remplit plus ses fonctions qui est d'assurer le bien commun. Et bien les gens, voyant effectivement que souvent la politique nationale se résume à une forme de trahison, et bien se disent si on reprenait notre destin en main. Donc je pense que c'est une déliquescence de la politique étatique qui fait que des mouvements comme ça, comme l'autonomisme corse ou l'autonomisme catalan, ont le vent en poupe. Voilà. Donc vous considérez en fait que les Corses sont un peu coincés entre l'État jacobin par le haut et par une immigration par le bas, et que ça explique oui, puis un État jacobin qui ne se contente pas d'être jacobin, qui est en plus totalement inefficace et qui ne remplit plus ses missions. D'accord, mais alors si j'ai bien compris cette notion d'immigration que vous faites intervenir dans votre démonstration, alors pourquoi le Front National ne fait plus que 3% alors qu'il faisait 10% en 2015? Car lui, il est le porteur localement d'une politique contre l'immigration. Son leader a dit ici, c'est pas un pays musulman. Alors je pense quand même que le Front National a fait un bon score en Corse à la présidentielle, si je ne m'abuse, et que traditionnellement, il fait un moins bon score en Corse dans les élections locales que dans les élections nationales, ce qui est logique pour une région où le souci identitaire est extrêmement fort. Apparemment, il y a des mouvements politiques locaux qui sont suffisamment implantés, suffisamment incarnés pour que cette revendication identitaire locale ne passe pas, ne s'exprime pas par des mouvements nationaux. Après, je ne connais pas du tout la situation politique locale. Charles Giacomi, voilà. 23,28%, 10%, avec 4 élus en 2015. Il n'y aura plus d'élus, parce qu'il faut faire 7% dans ces élections territoriales pour pouvoir se maintenir au second tour. Caroline Parmentier, par exemple, la gauche socialiste a disparu en Corse. Oui, mais en effet, c'est intéressant ce que vous dites. Les électeurs votent Front National au niveau national, en Corse, et votent autonomiste au niveau local. Voilà, c'est comme ça, évidemment, que ça se représente, je pense. C'est amusant de voir dans les médias de gauche que le nationalisme n'est pas un péché quand il est corse. Ça, c'est ce que j'ai constaté dans les remarques des politiques et des médias. On note en effet des similitudes entre les nationalistes corses et les nationaux français dans les revendications identitaires, absolument. La préférence corse, par exemple, qui est tolérée en Corse, mais qui est absolument illégale quand elle est préférence nationale sur le continent. Ça m'a frappé aussi. Et effectivement, en Corse, il n'est absolument pas question de moquer ni le caractère corse, ni l'histoire corse, ni la spécificité corse, je vais y arriver. Voilà, ça c'est quelque chose qui reste bien ancré. Et en ce sens, les revendications sont effectivement un peu communes. Par exemple,
la préférence corse doit s'appliquer, d'après ce que veulent les nationalistes, sur le logement, préférence pour le logement, préférence pour l'emploi pour les Corses, préférence pour l'acquisition d'un bien immobilier pour les Corses. Voilà, tout ça, ce sont et évidemment, opposition totale à l'immigration, en effet, qui a même pris des formes tout à fait musclées en Corse, hein, comme on a pu le voir, avec les agressions des pompiers à Noël, etc., où les gens étaient descendus dans la rue pour faire le coup de poing. Ce qu'on peut noter sur les nationalistes, alors bien sûr, je pense que l'autonomisme doit prendre le pas sur l'indépendantisme. Je pense que c'est très largement le cas. Voilà, et il faut vraiment que la nation, que la Corse reste dans la nation française. Elle fait partie intégrante de la nation française et il faut qu'elle reste. Ça dépendra aussi comment le gouvernement va écouter les revendications. Je ne sais pas si tous les nationalistes pourront s'entendre sans se diviser. On sait que par le passé... On est en Corse tout de même, donc... Ça s'est réglé parfois dans des crimes de sang. Pas plus tard que mardi, à Bastia, il y a quand même eu 2 grands bandits corses qui ont été abattus, dont Tony le Boucher. Vous me regardez, j'ai l'impression que je le connais. Tony le Boucher, vous étiez où d'ailleurs? Moi j'étais où? C'est pas mon pote, c'est pas mon frère. Cousin de Martial le Bourreau. Tony le Boucher. Moi j'ai pas de famille là-bas. J'étais le fils du bourreau de Béthune. Vous avez fait une tête bizarre quand j'ai dit. Mais oui, j'ai senti visé. Il ne faut pas avoir honte de sa famille, merci. Bon, on sait qu'il y a des liens, il y a eu des liens assez forts traditionnellement entre les nationalistes corses et le grand banditisme, bien sûr, et Talamoni notamment a eu, on a parlé de ces liaisons dangereuses avec, voilà. Tout ça pour dire que la Corse reste la Corse, quand même. Eh ben, c'est très bien, Caroline Parmentier, car grâce à vous, je me suis aperçu qu'enfin vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, qui souhaite une autonomie dans la République, une autonomie encadrée. Vous êtes enfin d'accord avec Emmanuel Macron. Voilà. Vous êtes d'accord avec Macron et donc avec Pierre Brel. Alors, autre intervenant. Peut-être Pierre Gentillet? Oui, encore que... Alors, la Corse, je vous situe ça au sud. Oui, je vois, oui. C'est au-dessus de la Sicile, c'est ça. Non, mais pour être tout à fait honnête, je pense comme la majorité des Français, quand on me parle des Corses, j'ai tendance à dire qu'est-ce qui nous casse les pieds encore? Encore? Non, mais je pense que 90% des Français, c'est ça. Les continentaux, faut dire. Je veux pas attaquer les Corses, mais quand on passe de ce sujet-là, généralement, c'est vrai qu'il y a un petit côté agacement, on sait pas trop quoi dire, ça embête. Bon, moi, de tradition politique. Il ne faut pas les passer nos prochaines vacances en Corse. Les continentaux, ils adorent. Les continentaux, ils adorent. Il y a que ça. C'est effectivement prendre le ferry en Corse. Non, mais ensuite. C'est tellement beau. C'est magnifique. Sur le fond, bien sûr, mais bon, c'est magnifique, mais c'est pas la question. Mais dis donc. Non, mais la question, c'est que c'est magnifique, oui. Enfin, il y a plein d'endroits qui sont magnifiques. La question, c'est est-ce que ça reste en France? On pourra toujours y aller en Corse, même si c'est plus dans le territoire français. C'est devenu un pays ami. Moi, je suis plutôt de formation politique plutôt jacobine. À l'origine, c'est plutôt ça. Ensuite, je dois reconnaître que. Après tout, s'il y a autant d'autonomie, s'il y a autant de... Enfin, nationalistes, c'est minoritaire, c'est 6%, mais il y a quand même 45% de régionalistes, d'autonomistes, pardon. Il y a quand même, ça veut dire qu'il y a un fort sentiment national, ça veut dire qu'il y a une forte identité culturelle, qu'il y a un fort sentiment d'enraciné, et qui en même temps est en écho avec ce que la France a proposé, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire que le modèle français, en tout cas aujourd'hui, c'est pour ça que ça se pose d'ailleurs beaucoup plus aujourd'hui. C'est un modèle, pardonnez-moi... aujourd'hui, tel qu'on nous le vend, assez imaginaire, assez abstrait, assez déraciné. En fait, tout le contraire de ce qu'ils sont, parce que c'est un mouvement fondamentalement d'enraciné. Et donc, ce mouvement identitaire corse, à la fois, j'ai envie de vous dire, voilà, en tant que jacobin, je suis attaché à l'intégrité du territoire, et tout ce qui peut aller dans le sens de l'autonomie, qui pour moi est juste avant de ce qu'il va y avoir juste avant l'indépendance. J'aurais tendance à dire non, mais ensuite, si vous voulez, le problème, c'est qu'on n'a rien à proposer. On n'a rien à proposer, malheureusement, comme modèle authentiquement enraciné, authentiquement national. Et eux, ils en ont un. Voilà. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le nationalisme corse, qui était à la base un nationalisme revendicatif anti-français, a été rejoint et dépassé et probablement absorbé dans une revendication identitaire qui n'a rien de spécifiquement anti-français, qui est simplement ce sentiment qui est partagé par la majorité des Français, qui est le besoin d'être maître chez soi et de rester maître de son territoire. Et du coup, ce nationalisme corse qui, disons-le, nous irritait plutôt le poil, tous autant que nous sommes, je pense, dans les années 70, nous devient plutôt sympathique. Et puis parce qu'ils étaient anti-français, mais aujourd'hui c'est difficile d'être anti-français, parce que le modèle français tel qu'on l'a connu des années, je sais pas, 50, 60, je n'étais pas né, vous étiez né, il s'est totalement... Il n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus aujourd'hui.
Donc ça répond à ça. Mais c'est ce modèle qui est responsable en même temps de l'état de la Corse. Et le jacobinisme... Prenez la parole, je vous en prie. Pas attendu votre autorisation, mais c'est un nouveau sociétaire, maintenant, il n'hésite pas. Le jacobinisme, tel qu'il a été pratiqué par la France pendant toute une partie du XXe siècle, en plus avec l'effet de l'indépendance algérienne, où les Corses se sont sentis humiliés, parce que donc, beaucoup de pieds noirs ont été accueillis en Corse, on leur a proposé des aides pour s'installer, sans consulter la population locale, et les Corses se sont sentis réellement humiliés. Mais ce qui est intéressant, et je rejoins globalement ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu ce tournant des années 70 où pour être autonomiste, pour être indépendantiste, il fallait être de gauche et révolutionnaire et prendre les armes. C'était le cas du pied noir. Et en plus, puisque c'est la fameuse affaire qui a valu une intervention musclée des CRS, et c'est de là qu'est né en 75 le FLNC, Canal Historique. Mais pour revenir, l'affaire Aléria. Bon, bref. C'est l'armée. Je crois qu'on a envoyé l'armée. C'est les chars qu'on a envoyés. Jacques Chirac dans sa grande finesse. Oui. Poniatowski, oui. Et du coup, tout ça pour dire que c'est très intéressant de voir cette évolution, que l'indépendantisme dans les années 70 était à la sauce extrémiste, révolutionnaire et armée, et que petit à petit, il évolue vers une prise en compte des réalités beaucoup plus profondes de l'identité. Et finalement, ceux qui sont en décalage par rapport à tout ça, ce sont les militants de la Catalogne, parce qu'eux, ils sont encore sur le modèle des années 70. On ne sent pas vraiment qu'ils militent pour une identité, alors que les Corses ont vraiment évolué vers un militantisme beaucoup plus profond et en plus institutionnel. Ouais, c'est aussi normal, si je puis me permettre, c'est que le cas de la Catalogne n'est pas du tout comparable avec celui de la Corse. C'est que la Catalogne, ils ont déjà une forme, je crois que c'est un État régional, qui leur permet une énorme autonomie. Il y a un parlement, un vrai parlement authentique. On peut parler catalan, on peut enseigner catalan. Enfin, je ne connais pas tout pour la Corse, mais c'est une autonomie beaucoup plus large. En fait, ce qu'ils veulent, c'est ressembler à la Catalogne. Philippe Randa, toujours sur ces élections territoriales. Juste une petite remarque sur les Corses avant et sur l'autonomisme, les indépendantistes. Le grand héros. Non, j'ai pas de famille en Corse. Si, d'ailleurs, j'en ai. Voilà. Le grand héros des Corses, c'est quand même Napoléon. Et aujourd'hui, ils veulent l'indépendance de la Corse contre la France. C'est juste un petit rappel historique qui me semble amusant, quoi. Alors, sur ces élections territoriales... Maintenant, sur les élections elles-mêmes, parce qu'on n'a pas été... Sur la vague, attendez, le tsunami électoral des autonomistes, nationalistes, historiques et autres, c'est aussi tout simplement le dégagisme qui a eu lieu en Corse vis-à-vis de tous les anciennes institutions politiques, les anciens partis. Le Front National en a fait les frais d'ailleurs. Pourquoi est-ce que ça s'est manifesté ? On a dégagé pour La République En Marche en juin dernier. La République En Marche, elle fait 11%. Oui, mais je vous l'expliquerai si vous me laissiez parler. Expliquez-moi, je vous laisse parler. Mais croyez, je vous en veux peut-être. Dans le reste, sûrement. Dans le reste de la France, où il n'y a pas autant une identité aussi forte, il y en a en Bretagne, en Alsace peut-être, mais une identité aussi forte, La République En Marche, tout nouveau, tout beau, a fait un tsunami électoral sur le continent. Et en Corse, où il y a une identité forte depuis très longtemps, eh bien, ça s'est manifesté par le succès de ces nationalistes autonomistes. Oui, mais ce qui prouve que le souci d'enracinement a primé sur le dégagisme. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est premier dans cette élection. Là où les Corses peuvent énerver les uns, mais aussi fasciner, c'est parce que finalement, quelque part, on voudrait bien que tous les Français soient comme les Corses, revendiquent les mêmes choses que les Corses, leur identité, leur intégrité territoriale, le refus de l'immigration, tout ça c'est latent en France. Les Corses, eux, l'expriment. Ils l'expriment plus par les bombes, parce que sans se faire tout ce qui a été terrorisme finit toujours dans une impasse. Parce qu'il y a peu de mouvements terroristes qui ont finalement pris le pouvoir. Ça a existé un peu, mais pas énormément dans l'histoire. Par contre, dès que ces gens s'organisent et prennent le pouvoir de l'intérieur, c'est-à-dire par les urnes, en Corse, ils sont arrivés, ils vont avoir la majorité absolue, sauf rebondissement, la semaine prochaine.
Voilà, avec 63 élus. Et tout simplement, c'est parce que élus, l'État français, oui, mais l'État français ne leur apporte plus rien, ne représente plus rien. Tout le monde est désabusé de ces élections. Le fait de voter toujours contre quelqu'un, contre un candidat, l'enthousiasme que procure Emmanuel Macron par sa victoire, c'est comparable à l'enthousiasme qu'avait apporté Hollande ou Sarkozy ou Chirac, enfin, c'est toujours la même chose. Donc on en arrive aussi à la fin d'un cycle. Pierre Gentillet, je suis surpris parce que je pensais que vous alliez me parler. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. La droite, elle était bicéphale, mais elle est souvent bicéphale en Corse, et elle fait, avec Jean-Martin Mondoloni et Valérie Bozzi, ils font 28% à eux deux. C'est pas si épouvantable que ça. Mais ils votent pas pour des questions de droite ou de gauche. Ils votent pour des questions locales et pour des questions d'autonomie. Le débat lors de ces élections, c'était pas gauche-droite, Macron, Mélenchon. Les gens n'ont absolument pas voté pour ça. Et d'ailleurs, ça se voit, la mobilisation. Vous avez pas évoqué un chiffre. Il y a 46 ou 47% de gens qui ne se sont pas déplacés et qui n'ont pas voté. Participation 52,10. Voilà, donc il y a 48%, je crois 1%, et 1% de vote blanc, enfin peu importe. Ça veut dire que les gens qui se sont déplacés, je pense que c'est vraiment pour la raison locale. Donc c'est pour ça le clivage gauche-droite ici, il ne doit même pas peser pour 10%. Qui plus est dans une région comme la Corse, qui est culturellement, identitairement très marquée. Je vous donne la parole, Nicolas Gauthier. Faites-en bon usage. C'est bien aimé. Non, contrairement au reste du plateau, je n'ai jamais été agacé par les Corses, bien au contraire, et je regrette même leur période où ils posaient des bombes. Ça a quand même permis de préserver le littoral. Et quand on fait le décompte aujourd'hui, il y a quand même juste encore un seul McDo. Bon, ils doivent le rebâtir tous les 2 mois, mais il faut tuer un préfet à chaque fois qu'on fait un McDo. Et il n'est pas halal. Ça va faire beaucoup. Oui, bon, mais oui, vraiment. Voilà, c'est quick. C'est quick pour halal, c'est pas McDo. Après, dire que l'autonomisme, l'indépendantisme était de gauche, d'extrême gauche, ça allait un peu vite en besogne, surtout avec des Corses. Je tenais quand même à rappeler que Max Simeoni, qui était le théoricien de l'autonomisme, voire de l'indépendance, était un grand ami de notre défunt camarade Jean Mabir, que moi et le camarade Randa avons bien connu. Et que dans les 70 et 80, dans les milieux du FLNC, j'ai connu beaucoup de gens dans le renouveau, des anciens de l'OS, même des prêtres en soutane de Saint-Nicolas. Donc comme gauchistes, on fait mieux. Mais enfin, c'est la Corse. En Corse, on n'est jamais de gauche ou de droite, on est plutôt du village d'en haut ou du village d'en bas. C'est pas cool. Donc, non, mais c'est pas en revanche, ce qui était intéressant, il y a la Corse, mais il y a aussi les rapports que le continent ou la métropole entretient avec, appelons ça, ses îles, ses colonies, ses dominions, ses dépendances, ses arrière-cours dans l'océan Pacifique, par exemple. Parce qu'on va voter aussi en Nouvelle-Calédonie. Et c'est intéressant de voir, alors là, c'est la mentalité ilienne. C'est que les Corses, comme les Kanaks, qui sont les primos indigènes, le grand remplacement, ils ont connu ça aussi avec les Français, c'est qu'ils peuvent respecter un chef, mais ils ne sont pas du genre à obéir. Il y avait de la place pour mettre tout le monde là. Ils ne sont pas pris la place des autres, ils se sont mis à côté. Oui, mais enfin, à mon sens, c'est pas une excuse qu'il y ait de la place ou pas. Non, mais c'est pas l'attaque des Français comme il y a un côté, effectivement, ils sont des gens qui peuvent suivre un chef, mais ils ne vont pas forcément lui obéir. Pardon, on est en Nouvelle-Calédonie. Je suis obligé de vous dire quand même la réalité. La Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas été l'Australie, ça n'a pas été les Amériques. Donc, non, parce qu'effectivement, comme les Français sont des gens civilisés, on colonise, on ne génocide pas. Maintenant, vous le dites. C'est la fierté d'être français. Très bien, mais nous sommes d'accord. Poursuivez. C'est important de le dire quand même. En Amérique du Nord, nous n'avons jamais eu une guerre avec les Indiens, contrairement aux anglo-saxons protestants. Alors, au fait. Ils s'engueulent alors qu'ils sont d'accord. Si je voulais encore placer je voulais une précision. Vous êtes le premier à critiquer les tunnels. Là, vous nous en faites un de 300 km. Je parle des Corses musulmans maintenant. On peut défendre les Corses sans faire du French bashing. Oui. Mais je ne fais pas de French bashing. Mais en revanche, il y a un problème, effectivement, mais là, c'est le côté, autant on peut être colbertiste, mais de l'être jacobin, c'est encore une autre histoire. C'est quand même cette condescendance de l'État central vis-à-vis des populations lointaines. Et ça me rappelle ce que disait Léon Daudet, qui n'était pas un gauchiste forcené. Il disait, oui, la France a amené la civilisation en Indochine. Et le gros Léon disait, mais quelle civilisation ? Une civilisation multimillénaire, on leur envoie quoi? Des préfets corrompus, des casinotiers corses. Et quand je vois que le grand homme de Nouvelle-Calédonie, c'est Jacques Lafleur, je préfère Jean-Marie Djibaou.
Comme encore, j'ai plus de respect pour les indépendantistes, les autonomistes, que pour toute cette dynastie d'affreux bonhommes, les Roccassera, qui sont vraiment les plus corrompus et qui, heureusement, sont tous ces bananés. Oui, mais le fait est qu'ils l'ont payé, c'est très chouette. C'est une autre façon de voir les choses, on dira. En Indochine, on a quand même apporté le catholicisme. C'est un petit détail qui a son importance. Oui, mais non, mais ça compte. C'est la position du missionnaire. Je parle de position politique. Oui. Vous avez l'esprit mal tourné, c'est terrible ça. Je suis pas sûr que c'est le mot de la fin. Alors, est-ce que la dernière question que je pose à chacun, il y aura bien évidemment les revendications qui se font jour avec les réponses du chef de l'État qui se font attendre. On parle par exemple de la co-officialité de la langue. Clairement, c'est un usage paritaire du corse et du français dans l'administration. Emmanuel Macron a répondu que la République a une langue, le français, et cela ne doit pas changer. C'est bien évidemment une difficulté. Est-ce que... Mais il a ajouté, et ça me paraît une réponse pour le coup assez sage, évidemment, sur la question de l'officialité de la langue, c'est le français. Après, qu'on puisse prévoir des mécanismes pour que le corse soit plus enseigné, mieux protégé. Voilà, ça n'est pas... C'est moins embêtant que l'écriture inclusive. Oui. Bien sûr. Le corse, c'est une vraie langue. Et que l'enseignement de l'arabe. Le savoyard, que le jacobinisme français mette, par la voix d'Emmanuel Macron, de l'eau dans son vin en reconnaissant la légitimité des langues régionales, sans pour autant nier l'édit de Villers-Cotterêts, ça me paraît une très bonne chose. Absolument. Et dans les années 70, ils se sont braqués sur cette langue régionale corse, justement, de façon ridicule, pour le coup. C'est totalement excessif. Alors que maintenant, on apprend l'arabe en classe. Donc franchement, tout à fait d'accord pour qu'il y ait un aménagement pour la langue corse. Un corse, il veut parler corse, il demande son avis à personne, il parle corse. Oui, mais après, il y a la question de l'enseignement, il y a la question de... Voilà. Ouais. Voilà, en précisant que les propos d'Emmanuel Macron sont des propos qu'il a tenus avant d'être président de la République, quand il s'était rendu en Corse, et que ses points de vue et sa réaction se fait attendre, puisqu'il n'a pas évoqué pour l'instant cette élection, mais ce second tour va se dérouler dimanche. Donc bien évidemment, il attend peut-être d'avoir les résultats. 63 élus de la nouvelle instance, qui naîtra donc le 1er janvier 2018, et ce sera la fusion des deux conseils des départementaux. À chaque fois qu'il y a un premier tour avec un fort taux d'abstention, le deuxième tour n'est pas toujours conforme à ce qu'on... Voilà, aux commentaires du premier. Voilà. Il reste donc en liste tous ceux qui ont fait plus de 7%. Les deux listes de droite, je crois, ne sont pas entendues, d'après ce que je sais, et donc elles se présenteront en ordre dispersé. La liste de la France Insoumise, du Parti communiste, qui n'était pas soutenue par Jean-Luc Mélenchon, n'a pas obtenu 7%, le Front National non plus, et bien évidemment, la liste indépendantiste Ourinovu a fait 6,69, donc elle ne peut pas se maintenir au second tour. Il restera donc la liste conduite par Gilles Siméon, P à Corsica. Voilà, on y est arrivé, il va falloir que j'apprenne le corse. Voilà, est-ce que vous avez tout dit? Talamonie, la Corse se considère comme une nation? Ça vous va? La Corse se considère comme une nation, c'est bon, vous prenez? Non, un peuple, pas une nation. Un peuple, pas une nation. Je suis d'accord avec Benoît. Absolument. Et là, encore une fois, la Corse doit rester dans la France. Un peuple qui pourrait très bien être une nation, pourquoi pas? Bon. D'accord, voilà, avec Talamone. Notre invité parlait du catholicisme. Moi, ce que j'aime bien chez les Corses, qui ne chantent pas la Marseillaise, mais le Salve Regina. Oui, ça nous les rend éminemment sympathiques. Voilà, du latin, Laurent Dandrieux. Allez, on se retrouve tout de suite pour évoquer le troisième et dernier sujet. On va essayer de le faire dans le calme parce que les points de vue sont très... Vous allez découvrir, on va parler des amoureux de la France et l'initiative de Nicolas Dupont-Aignan. Mais avant, bien sûr, je vais vous montrer les dessins d'Ignace. Il me fait des signes, Ignace désespéré. La Corse, une identité bien vivante, même pas mort. M-A-U-R-E-S. C'est en rappel avec le premier sujet. Bravo. Le FN boudé au régional Corse, pas assez radical. Et Macron, comme Napoléon, je veux conquérir l'Europe. Voilà, ça c'est pour Macron. On se retrouve maintenant pour évoquer le printemps des amoureux, les amoureux de la France. Les amoureux de la France, un air de printemps pour la droite. Nicolas Dupont-Aignan est passé maître dans l'art de rebondir. Après avoir sauvé son siège de député, le président de Debout la France a lancé une nouvelle initiative à partir d'une plateforme participative, les amoureux de la France. Des personnalités comme Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dhuicq ou Emmanuel Ménard ont répondu présents à l'appel. Mais déjà se pose la question d'une participation aux prochaines élections où Marine Le Pen et Laurent Wauquiez joueront leur avenir. Les amoureux de la France, un air de printemps pour la droite.
Voilà, et on va essayer dans le calme. Pour vous dire, pendant que le sujet se déroulait, ils étaient déjà en train de s'écharper. On va essayer de rester calme. Et Caroline Parmentier, qui est la plus modérée d'entre nous, vous avez le droit à la parole. Non, écoutez, j'ai beaucoup de sympathie pour Nicolas Dupont-Aignan. Nous l'avons reçu sur ce plateau, d'ailleurs, hein, souvenez-vous. Il a au moins le mérite d'avoir privilégié l'intérêt de la France en barrant la route à Emmanuel Macron, lui, Nicolas Dupont-Aignan. À la différence de Valeurs Actuelles, comme je disais tout à l'heure. À la différence de certaines Valeurs Actuelles. Bon, toujours est-il que sa crédibilité n'en a pas été entachée, en tout cas à mes yeux. Maintenant, on a eu Ost à droite de Robert Ménard, on a eu L'Avant-Garde de Charles Millon, on va avoir Les Amoureux. Je trouve tout ça un petit peu ridicule. Je trouve que la droite hors les murs, ou c'est l'Arlésienne un petit peu, ça fait un moment qu'on nous parle de tout ça. Ces partis-là sont mornés d'ailleurs, hein, Ost à droite et L'Avant-Garde mornés. Hein. D'une façon générale, ces initiatives rallient un peu les 25e couteaux, qui souvent ont tendance parfois à se bouffer le pif entre eux pour des raisons idéologiques parfois minimes. Il se trouve que justement là, les amoureux de la France, c'est ça? Oui. Les amoureux ne rallient ni, sur les bancs publics, ni les LR, ni le Front National, ni les Patriotes, en l'occurrence là. Même je crois que les Patriotes sont furieux parce qu'ils leur ont pris leur idée de plateforme participative. Ils vont commencer par leur faire un procès, je pense, comme ça, voilà. L'union de la droite commence bien, en l'occurrence. Oui, les Patriotes, est-ce que c'est bien la droite? Oui, mais bon, s'il faut faire l'union de la droite, vous êtes marrant, il ne va pas commencer à falloir faire les difficiles. Alors, Caroline Parmentier, dans ce cas-là, je vous pose la question. Si toutes ces initiatives existent, c'est parce qu'il y a un manque et que les Républicains ou le Front National ne sont pas capables de rassembler. Et c'est pour ça que les gens se cherchent, parce qu'ils ne sont pas dans ces partis-là, ou ils ne se sentent pas bien dans ces partis-là. Je ne dis pas le contraire, je pense qu'il y a une grosse déception après les élections. Maintenant, on m'avait beaucoup parlé de Jean-Frédéric Poisson. On l'a reçu ici, vous l'avez vu. Oui, beaucoup de gens ici sont venus nous dire qu'il était justement l'espoir des primaires, qu'à cause de ses bons discours et que de ses bonnes idées, eh bien justement, il allait faire un tabat et renverser la table. Il a fait 1,5%. Il a pris Fillon a pris son électorat. Pardon? Fillon a pris son électorat. Oui, il a pris que son électorat. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a siphonné son électorat et aucune de ses idées. C'est ça que je trouve formidable. Oui, mais ça, c'est les électeurs. Nicolas Dhuicq a été balayé aux législatives. Voilà. Je vais juste dire que le Front National, certes, n'a pas toutes les qualités. Quel rapport? Quel rapport? C'est une possibilité. Voilà. Voyez, ça faisait 30 ans, vous nous dites qu'il faut mieux être battu sur ses idées que gagner sur celles des autres. Et d'un seul coup, vous nous dites que Nicolas Dhuicq, par son courage, a perdu et que c'est donc scandaleux. Non. Par ailleurs, s'il n'avait pas eu de candidat du Front National en face de lui, il n'aurait peut-être pas perdu. Oui, mais alors, attendez. Répondez, Caroline Parmentier. Oui, précisément. Non, alors, écoutez, sur les idées, d'accord, si vous voulez, mais je trouve que le Front National a fait 11 millions de voix, que c'est quand même une possibilité, me semble-t-il, encore, qu'avec le départ de Philippot, il y a peut-être un réancrage à droite qui va être intéressant d'observer aussi, parce que tout le monde trouvait que Philippot était de gauche, machin, très bien. Depuis qu'il y a la dégauchisation du FN, observons peut-être ce qui va se passer. Ils ont toujours 8 députés. Voilà, moi je dis que... Voilà, il y a une possibilité. Oui, 7, ça y est, il n'y en a plus que 7. Plutôt que 0 concernant les amoureux du printemps français, voilà. Nicolas Dupont-Aignan, de la France. Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. J'ai peut-être défense Nicolas Dhuicq juste un instant. Allez-y. Mais je vais en parler à travers cette plateforme des amoureux de la France, parce que moi je pense que pour le coup, je me trompe peut-être, je pense que c'est une des initiatives à droite les plus intéressantes qu'on a eues depuis des années. Vous me faites marrer. Laissez-moi finir. Oui, allez-y. J'ai fait vous rigolez, vous reviendrez après. C'est le titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce comme que au Stade droit, si je parle pas, c'est autant que je... C'est vrai, je me taise. Voilà. Pour un avocat, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Exactement. La parole est à la défense. En l'occurrence, ici, il ne s'agit pas d'un parti politique. Et il ne s'agit pas non plus d'un club de réflexion. Moi, je pense que ce regroupement est inédit. Pourquoi? Parce qu'il réunit tout de même un ancien député UMP, un actuel sénateur UMP, Ménard, qui est quand même siège tout le temps avec le Front. Parce que je dis, effectivement, il n'y a pas le Front, mais je le mets. Poisson, les chrétiens démocrates. Dupont-Aignan, qui a quand même fait le pas et qui a parlé d'alliance avec le Front entre le second tour de la présidentielle, là où Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner.
Mais le but, c'est de faire un pont. J'ai pas fini. Est-ce que le but, c'est de faire un pont entre LR et le FN? C'est ça ma question. Justement, non. C'est pas faire un pont. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans LR, autrefois, j'ai souvent pensé que LR allait péter par la droite et pas par la gauche. En réalité, c'est l'inverse aujourd'hui. Je pense que Macron peut faire exploser LR par la gauche, par exemple, notamment Pécresse, admettons dans un an, parce qu'à droite, il n'y a plus de vraie personnalité qui puisse entraîner avec elle une partie de l'électorat. Donc, je reviens à cette plateforme. Cette plateforme est intéressante, pourquoi? Parce qu'à mon avis, il faut la voir, quelle est sa finalité, quelle est son utilité. Pour moi, les deux têtes que je vois, il y en a trois, Nicolas Dhuicq plutôt troisième position, Dupont-Aignan en première position. C'est fait la hiérarchie déjà. En première position. Mais c'est vous, ça va pas leur plaire. Je peux finir? Oui. Et Poisson en seconde. Moi, je pense que cette structure-là peut être la future base d'un rassemblement avec le Front National pour les européennes. Imaginez un instant qu'on ait une bannière commune avec ces gens-là, dont le but aura été de ramener effectivement tout ce qu'il y a, entre guillemets, à la gauche du Front National, c'est-à-dire du côté de chez les Républicains, de chez Sens Commun, etc. Mais qui vont ramener? Laissez-moi finir. Laissez-moi. Je parle de l'électorat. Pour les... C'est pas possible. Pour les ramener dans une... Non, tu t'y mets pas aussi. On va pas s'en sortir. Pour les ramener... Non, mais parce que là, vraiment, je veux terminer ma démonstration. Pour les ramener dans une bannière commune pour les européennes. Parce que si ces gens-là... Si le Front, il va tout seul, le Front ne gagnera jamais. Par contre, le Front a besoin d'un allié. C'est toujours comme ça qu'a gagné la gauche. La gauche a gagné parce qu'elle avait un allié. Là, le Front n'a pas d'allié. Or, et je termine ma démonstration. Et là, c'est fini. Je pense que cette plateforme peut servir, et c'est la seule utilité. Je ne vois pas être un parti tout seul, un parti politique tout seul, il fera 2%. On est d'accord? C'est pas le but. Je ne pense pas que ce soit le but. Je pense que le but, c'est de fédérer une partie, il n'y a pas que lui, de fédérer 5%, de fédérer une partie des gens sur la droite de l'UMP. Je parle de l'électorat, je ne parle pas des cadres, il n'y en a plus à droite de LR. Je le sais bien. Mais quel électorat les suit? Pour faire une bannière commune aux européennes. Et là, ça bonifiera le score, pas que du Front National, mais entre guillemets du camp de ce qu'on appelle les patriotes, de ce que vous voulez, qui peut atteindre un score très facile de 30%. Et après, ils réfléchiront à la base d'une structure politique sur un parti politique. C'est ça l'intérêt. J'admire votre fraîcheur. Voilà, j'admire votre fraîcheur. Juste dans votre analyse, les Républicains n'ont pas d'encadrement. Ils ont quand même encore une dizaine à peu près 10 000 villes sous pavillon républicain. Le problème des Républicains, quand même, ils tiennent les régions, ils ont des départements. Pour l'instant, ils sont dans le même cas que le Parti socialiste en 2012. Ils sont sur une pente descendante. Pourquoi? Parce que Wauquiez a un déficit de crédibilité. Deuxièmement, parce que LR est tensé sur sa gauche et que Macron est le roi. Il a toutes les cartes en main. Il lui suffit de nommer Pécresse pour faire péter si je repasse les images ici, vous allez entendre des sociétaires qui disent Macron, il a une perte de crédibilité. Et bien, repassez les images, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit quoi? J'avais dit que le Parti Socialiste... J'avais dit que le Parti... Non, mais justement, on en parle. Wauquiez avant qu'il soit arrivé. J'avais dit que le Parti Socialiste ne survivrait pas. Est-ce que j'ai eu tort? D'accord, mais Macron, personne ne mettait un copec sur Macron. Il est président de la République. Attendez Wauquiez, attendez 2 secondes. Non, mais on ne va pas attendre. On l'a déjà vu au pouvoir avec Sarkozy. D'accord, et vous aviez vu Macron, ministre des Finances avec Hollande. Je parle pas de Macron, là. Non, mais je vous pose la même question. Il a dit je fais ses preuves quand même, Martial. Et alors? Et attendez, vous pensez que la politique économique a changé? Vous pensez que la politique migratoire a changé? Vous pensez que la politique européenne a changé? Vous pensez qu'un homme ne peut pas changer en politique? Mais je vous écoute, est-ce que vous pensez qu'un homme ne peut pas changer en politique? Vous avez bien changé vous-même. Non, mais écoutez. Bon, ben voilà. D'accord. Non. Et vous êtes jeune. Écoutez, en une phrase, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. D'accord. Allez, Philippe. Pourrions-nous revenir quand même aux amoureux de la France? C'est tellement beau comme expression, Martial. Les amoureux de la France. C'est tellement... La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est Jean-Pierre Pernaut qui fait un reportage sur la France. Après, je me suis dit, tiens, ça doit être une association de vieilles gens qui font des promenades dans les forêts ou d'amateurs de roquefort, de fromage français. Si c'était dans les forêts, vous les aurez rencontrés. Si c'était dans les forêts, vous les auriez rencontrés. Effectivement. Alors non, c'est un rassemblement de choc électoral. C'est formidable. Avec un rassemblement de gens qui représentent... Est-ce qu'il représente plus que... Par exemple, il y a un mois, il y avait la réunion des synthèses nationales. Vous savez, Roland Elie, on l'a reçu là. Il y avait quand même 700 personnes à la 11e journée de synthèse nationale. Dimanche prochain, il va y avoir la journée de Terre et Peuple. De ces associations, il y a à peu près 600-700 personnes. Et Renaissance catholique. Est-ce que les amoureux de la France font 70 personnes? Dupont-Aignan, c'est 5%. Mais Dupont-Aignan, c'est une individualité c'est déjà plus, qui, depuis 30 ans, qui fait de la politique, a réussi magistralement à être maire
est député, reconnaissons-lui ça. J'aimerais bien même habiter dans sa commune parce qu'on doit sûrement bien y vivre, mais qui a fait, après 2 présidentielles, n'est pas arrivé à passer la barre des 5%. Philippe, vous faites une erreur, vous le pensez en parti politique. Si je pouvais terminer avec ceux qui sont autour de lui, bref, à part Emmanuel Ménard, qui n'est pas dans un parti et qui, elle, a été élue, les autres ont tous été bananés et ne représentent finalement plus rien. Ils sont à la tête de groupuscules. Et ils ont un fil rouge. Heureusement que vous n'avez jamais dit ça à Jean-Marie Le Pen, parce qu'à chaque fois qu'il a été banané, il avait pensé que c'était fini. Tout à fait. Ils sont le gage de respectabilité, de crédibilité dont le Front a besoin aujourd'hui. C'est pas rien comme ils ont un fil rouge, tous ces braves gens qui veulent faire la chose. Le fil rouge est de prendre la place du Front National. C'est leur obsession, parce qu'ils n'en veulent pas. Leur obsession, ils disent tous dans tous leurs discours, le Front National n'y arrivera pas, c'est un obstacle, donc on doit faire autre chose que le Front National. C'est ça ce qu'ils disent. Mais peut-être... Ils tapent pas sur le Front National. Mais le problème, c'est qu'il y a des réunions des amoureux de la France, ils sont tous chefs de leur groupuscule. Ils ne veulent pas laisser la place. Mais justement, c'est parce que leur groupuscule, il y a plus grand monde qui vont partir avec le Front National. Parlez pas tous en même temps. Battez-vous tous en même temps, mais ne parlez pas tous en même temps. Si Macron a réussi, c'est parce qu'à la tête du mouvement qui l'a porté, de ces fameux marcheurs, il y a un chef, lui, il n'y a personne d'autre. Bien sûr. Avant, au RPR, il y avait Jacques Chirac. Au Parti Socialiste, il y avait François Mitterrand. Ça viendra. Quand il y a eu François Hollande, effectivement, mais il n'y en avait pas d'autres non plus. Mais ils ont tous été élus. Sarkozy a été un chef. Qu'on le veuille ou non, on pense ce qu'on veut, il a été un chef. Mélenchon a été un chef. Il a réussi, pas à être certes élu, mais enfin, il fait quand même 20% et il compte. Là, le problème, c'est que ces chefs, ils sont tous cheffaillons de quelque chose, et ils ne veulent pas laisser la place, jamais. Absolument. Parce que si au moins ils se mettaient derrière la bannière de quelqu'un, que ce soit Marine Le Pen ou un autre, Dupont-Aignan, pourquoi pas, ça ne Jean-Philippe Poisson, Jean-Frédéric Poisson, c'est là où ça va pêcher, en effet, ils ne voudront pas se mettre derrière quelqu'un. Ils ne voudront jamais laisser leur place. C'est un repoussoir pour plein d'électeurs, là où eux, justement, ils peuvent faire la différence. Avec une bannière commune aux européennes qui ne se rappellerait pas Front National, mais je sais pas, les Patriotes, pardon Caroline, ça il y a les patriotes aussi. Non, mais peu importe le mot les patriotes. Je crois qu'il veut personne de droite par principe. Mais le rassemblement des patriotes, on va poursuivre. Ne vous disputez pas plus. Benoît Dumoulin. Je suis prête à parier, juste après je la boucle. Je suis prête à parier je perds 3 kilos, moi, que au moment d'apporter les voix à un parti politique, et ben précisément ce sera à LR et pas au FN. Ça, je suis prête à le parier. Chiche. Allez, on reste calme. Benoît Dumoulin avec Ménard et DLR. C'est toujours comme ça que ça se termine. LR n'en voudra pas. LR ne dira pas de ses fachos. Et ça sera provoqué. Mais de toutes les manières, Benoît Dumoulin, j'ai réussi à lui donner la parole sans le faire. On discute de quelque chose d'assez hypothétique parce que là, on a une force politique qui, les amoureux de la France, qui effectivement occupe l'espace qu'occupait avant. Force politique. On l'appelle comme on veut. On va laisser parler de Benoît Dumoulin. Force verte. Un mouvement, effectivement, qui occupe l'espace qu'occupait avant Philippe de Villiers. Et cet espace-là, il occupe un segment de l'électorat, mais effectivement, il a un problème majeur, c'est que il est confronté au Front républicain et à 2 grosses machines que sont les Républicains et le FN, qui sont toutes les 2 sortes affaiblies des élections, et de toute façon, qui se font une guerre à mort. Donc, ces histoires de passerelles, c'est très intéressant sur un plan doctrinal. On peut échanger, on peut essayer de faire le programme commun de la droite, comme Mitterrand avait fait en 1972, le programme commun de la gauche. Donc ça, intellectuellement, c'est intelligent. Maintenant, sur un plan pratique, c'est mort. En fait, ce qu'il faudrait, c'est l'euthanasie à la fois du FN et des LR. Il faut, ça suffira pas. Oui, mais ça se fera pas comme ça. Ah, je sais bien. Mais il faut. On peut essayer de provoquer. Si on mettait Paris en bouteille aussi, on peut sortir tous les lieux communs. L'euthanasie a bien commencé, aussi bien demain que demain. Oui, mais ça perdure. Non, mais créer des alternatives, moi je pense malheureusement. Et en plus, il y a un boulevard pour ce que j'appelle l'option conservatrice, puisque on sait très bien que le grand problème de la droite, c'est qu'elle était engluée dans une aile conservatrice et une aile libérale. Et l'aile libérale avait toujours le dessus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec cet économisme qui l'a tiré toujours à faire ce genre de discours et à enterrer toutes les options conservatrices. Maintenant que le libéralisme est préempté par Macron, il y a un boulevard pour que se rassemblent sur ce que j'appelle l'option conservatrice tous ceux qui se retrouvent dans une certaine vision de la France. Et effectivement, ça se fera
On va pas aller loin avec ça. Hein, ça se fera de l'extérieur et ça se fera par exemple par quelqu'un qui sera un nouveau Macron de droite qu'on connaît peut-être pas aujourd'hui. Macron, vous le connaissiez il y a 5 ans? François Asselineau. Moi non. 2 ans. Oui. Non, mais il est bien François Asselineau. Général Tozin aussi. Bon, Ouais, voilà, exactement. Alors celui-ci. Nicolas Gauthier. On a reçu tout le monde ici. On se verra François Asselineau très prochainement. Pour tout ce qui était l'organisation, on va dire, on va appeler ça les forces anti-système, il y avait la position de Marine Le Pen qui consistait avec son flotteur droit, son flotteur gauche entre Marion Maréchal, Le Pen et Florian Philippot. Enfin, il y avait un flotteur qui était mieux traité que Si je peux en placer une, s'il vous plaît, merci. Il n'a pas l'habitude, c'est pour ça. Ouais. Il n'a pas l'habitude de parler. Ça consistait, effectivement, merci. Ça consistait à reconstituer en gros le camp du non au traité d'Amsterdam en 2005, avec l'appui des forces mélenchonistes. En gros, c'était la France des invisibles. Bon, il se trouve que ça n'a pas fonctionné, c'était séduisant dans l'esprit, mais ça n'a pas marché. Après, il y a la position, on va dire, de Patrick Buisson, qui est l'alliance de la gauche populaire et de la petite bourgeoisie conservatrice. Bon, c'est pas lui qui a inventé le concept, hein, c'est Alain Soral avant lui, la gauche du travail et la droite des valeurs. Faut le savoir. Le problème, c'est que oui, le problème dans le don des droites, c'est la droite. Alors, cette initiative, c'est très bien, et il faut laisser une chance au produit, mais l'union de la droite, effectivement, on va réunir quoi, des conservateurs, les troupes de Fillon. Alors, on a dit, oui, Marine Le Pen ne leur a pas donné de signaux. Alors, si les gars, il faut les prendre par la main pour se mettre à l'isoloir, pourquoi pas la tenir quand ils vont aux toilettes aussi, quoi, parce qu'ils sont des grands sensibles. Joli, très joli, c'est élégant. Bah non. Et la preuve en est, c'est que l'électorat de Fillon, tous ces gens, comme les punaises de sacristie que stigmatisaient assez bien Henri Guénaud, ils ont l'occasion de voter pour leur candidat de rêve, Jean-Frédéric Poisson. Et j'en parle assez bien. J'habite et je vote dans sa circonscription. Celle de Christine Boutin, où vraiment, là, c'est plus qu'Atolande, on ne sait pas. Le pauvre, il se prend une banane monstrueuse devant qui? Devant Aurore Berger, la néo-versaillaise, fille de 68 heures, militante antifa. Elle épouse un député socialiste, elle se barre chez Juppé et après chez Macron. Et elle écrase Jean-Frédéric Poisson. Donc l'électorat de la bourgeoisie traditionnelle que vous appelez de vos voeux, je l'ai vu à l'œuvre dans la circonscription de Poisson. Je ne sais pas très bien où on va aller avec ces gens-là. Mais l'électorat à droite est bonapartiste. Il essaie de voter pour le chef. Fillon, en l'occurrence, quand il vote pour Fillon, Fillon, il n'était pas... Non, Fillon, quand il vote pour Fillon, l'électorat de Poisson, parce que je maintiens qu'il y a une grosse partie de l'électorat de Poisson. Bien sûr. Et je l'ai vu, j'ai vu des sondages. C'est ce que dit Jean-Frédéric Poisson lui-même. Parce qu'ils se sont dit, il faut qu'on porte Fillon au second tour. Et au départ, Fillon, il était, jusque dans les derniers jours, il n'était pas du tout au second tour face à Juppé. Le scénario annoncé, rappelez-vous, c'était quand même Juppé loin devant, puis Sarkozy. Au final, ça a été Sarkozy-Banané, Juppé en seconde position et Fillon loin devant. Mais du coup, tout le monde se disait, il faut quand même donner sa chance parce que Poisson, il n'aurait jamais pu faire 20-25%. Mais au final, qu'est-ce que tout ça a donné? En tant que député, il pouvait gagner. Il se fait écraser par une macroniste qui vient des Républicains. Mais c'est normal, ils ont donné pour un chef. Même la droite a voté Macron. Je vais vous donner la parole. C'est bien le problème de la droite. Je vais vous donner la parole dès que ça va se calmer. J'ai un joker. Je vais vous donner ça. Non, ça ne se calmera pas, mais on va arrêter l'émission après, donc ils poursuivront en coulisses. Et là, il faut être un abonné plus pour suivre. Ça, je vous expliquerai. Il faut être un donateur très donateur. Et là, on filme encore la suite. Ça se termine dans le métro. Enfin voilà. C'est le plus marrant. Oui, c'est le deuxième épisode qui est le plus marrant. Ou la troisième mi-temps. Voilà. Je vais vous donner la parole. Mais comme j'entends derrière moi, alors parce que j'ai le jeune président de la Cocarde qui s'appelle Quentin et qui lui a rejoint les amoureux de la France. Alors je l'entends trépigner et donner son point de vue. Ah bah voilà. Bah tiens. Bah voilà. Je vous ai dit, je vous donnerai le micro. Je vous ai pas dit que je vous donnerai ma place, mais ça commence à devenir une habitude. Maintenant, à chaque disco liberté, on me banane. On me banane, comme on dit. Quentin. Allez, après tout. Allez, Laurent Dandrieux, l'invité, Quentin. Je signale que bananer n'est pas encore homologué par l'Académie française. Non, mais comme c'était le mot à la mode ce soir, je l'ai emprunté. Plus de chances de passer avec l'écriture inclusive. Et ça peut valoir des procès. Ah oui, je vois. Alors Quentin, la Cocarde étudiante. Je suis président de la Cocarde étudiante, donc on a participé au lancement de la plateforme, donc à Paris tout d'abord. Ensuite, je suis intervenu dans une conférence de presse sur Nice, où il y avait Olivier Bettati qui intervenait aussi. Et dernièrement, j'ai participé à la première réunion publique, donc à Tours. Donc il y avait 250-300 personnes dans la salle. Il y avait toutes les 70, Philippe. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment plein. Voilà, c'était vraiment plein. Et ce qui est intéressant,
ce qu'on dit à chaque fois, c'est que la force de Macron, c'est qu'il a cassé les partis politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, à la fin, à chaque fois, à la réunion publique, les gens venaient me voir, parce qu'ils se posaient des questions par rapport à la cocarde, mais ils venaient me voir en me disant, ce qui est intéressant, cette plateforme, c'est qu'ils me disaient, moi je suis Front National, mais j'arrive à avoir des idées communes dans la salle, je discute avec des gens qui sont DLF, LR. Et justement, le fait d'avoir des gens qui ne sont pas élus, comme Nicolas Dhuicq, des gens qui ne sont pas députés, voilà, il y a une liberté de parole. Ils sont plus, oui, voilà, mais il y a une liberté de parole. Ils peuvent parler. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, dans le public, et je l'ai vu aussi à Nice, les gens qui sont contents quand on en parle, même nous à la cocarde, on a des gens qui viennent de FN, DLF, l'UM, les Républicains ou des gens comme moi qui sont encartés nulle part, on a envie d'y croire et on pense qu'il y a bien 80-90%, on est d'accord. Alors après, il y aura des choses... C'est tragique ce que vous dites. C'est le syndrome de Villiers, Philippe de Villiers. Il a parlé, lui, dès qu'il était plus aux affaires, dès qu'il n'était plus responsable de rien. Il nous a expliqué tout ce qu'il fallait faire et qu'il n'a pas fait quand il était élu. Par exemple, sur la plateforme, ce qui est intéressant... c'est le courage en politique. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Philippe de Villiers, quand il était élu? Il a adressé la Vendée. Quand il a été ministre, il n'a rien fait. Il a voté Chirac, il a jamais... Ça, vous êtes en 2002, il a fait les élections, il a battu les Républicains et le Front National en certains temps, il a remonté la Vendée, il a fait une entreprise qu'il a réussi. Pigné les voix du Front National en Vendée. Moi, j'aime beaucoup Philippe de Villiers. Il a très bien réussi. Il faut arrêter aussi. C'est un pays riche, la Vendée. Philippe de Villiers n'a pas plus échoué que le Front National. Oui, enfin, en 99, quand il était devant le RPR, il a eu un département, bien évidemment. Il a eu un département et qu'il a mené. Ce que j'aurais voulu dire, c'est quoi le titre exact? Karine Parmentier, il a réussi le Puy du Fou. Il a réussi le Puy du Fou. D'accord, il a réussi le Puy du Fou et rien que pour cela, vous devriez quand même lui dire chapeau pour avoir fait le Puy du Fou. Chapeau. Allez, on continue. Non. Le Puy du Fou, il a fait avant d'être élu. Montrez ce que vous savez faire. Montrez ce que vous savez faire. À partir de ce moment-là, allez. C'est moi qui donne la parole. Allez, Quentin, terminé. Non, pour terminer, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que sur la plateforme, il y a plus d'1 400 000 personnes qui ont quand même participé. Et ça, on peut pas le nier. On voit 1 400 000 personnes. Ah oui. Donc c'est quand même intéressant. Et je pense que c'est ça de l'avenir. On verra où ça peut aller politiquement parlant. Mais on salue votre enthousiasme. Vraiment, on le salue. Voilà, on le salue. Vraiment. On pense que ça peut marcher. Moi, je pense, en tout cas, personnellement, que ça peut marcher. Allez, je reprends le micro aussi. Allez, hop. Merci, Quentin. Allez, retourne à votre table. Alors, Laurent Dandrieux. Ah non, mais... C'est par la force que l'on résout les grands problèmes de notre temps, c'est Bismarck. Laurent Dandrieux. Alors, votre conclusion, vous avez entendu tout ça. Germanique. Je pense que de toute façon, c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Il ne faut pas casser les initiatives avant même qu'elles aient eu le temps de faire leurs preuves. Oui. C'est bien que des gens essayent de casser les frontières entre les différentes... Vraiment un truc. Après, et c'est bien aussi que des gens oublient leur ego, et notamment Nicolas Dupont-Aignan, dont on a pu souvent penser qu'il avait la tentation de sauver la France à lui tout seul avec ses petits bras musclés et de temps en temps de se suicider en se jetant du haut de son ego, comme disent les Argentins. Donc voilà, qui se mettent au service d'un projet plus large, c'est très bien. Il a fait preuve de beaucoup de courage aussi pendant la présidentielle de ce point de vue-là. Ça, c'est très bien. Après, c'est facile de se réunir derrière des idées. C'est plus compliqué de se réunir derrière une personne. Et ça, c'est vraiment le problème à droite. C'est qu'on a tous conscience, je pense, qu'il y a en France un courant d'opinion conservateur qui est aujourd'hui dans le pays ultra majoritaire. Il ne trouve actuellement personne pour l'incarner. Et tant qu'il n'y aura pas cette personne pour l'incarner, on discutera un peu dans le vide. Et voilà. Mais actuellement, ce courant ne trouve absolument personne. Malheureusement, je pense que ça a été pour beaucoup la leçon de cette présidentielle, c'est que Marine Le Pen a fait la preuve qu'elle n'était pas capable d'incarner ce courant parce que, d'une certaine façon, on a l'impression... Ça se discute. Hein. Oui, mais moi, je vous donne bien sûr. Sentiment. Vous êtes là pour ça, cher Laurent. Et j'ai eu le sentiment qu'elle n'incarnait pas ces idées de conservatrices et cette tendance, cette volonté profonde d'enracinement. Elle s'incarnait plus que tous les autres qui étaient en lice. Simplement parce qu'elle n'y croit pas. Je pense que c'est des idées qu'elle ne partage pas. Vous sondez les reins et les cœurs. Je l'entends. J'entends la musique que ça distille. Et voilà. Mieux que Dieu le Père. En tout cas, je ne crois pas, je n'entends pas une ferveur. Voilà. En tout cas, que beaucoup de gens à droite ressentent un déficit de crédibilité de sa part, ça, je pense que personne ne peut le nier. Et que malheureusement, effectivement, il faut, pour que notre famille politique soit assurée de l'emporter, que quelqu'un arrive pour
pour incarner ce combat. Attendez l'homme providentiel, attendez-le, et en attendant, on crèvera. Je pense qu'il ne faut pas l'attendre, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions de son émergence, il faut se battre politiquement là où on le peut et quand on le peut, et de toutes les façons qu'on le peut, mais ne pas s'illusionner sur les capacités de victoire tant qu'effectivement ce combat ne sera pas incarné physiquement par quelqu'un qui soit à la hauteur de la tâche. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui. Non? Si. J'étais sûr. Je voudrais surtout, effectivement, c'est légèrement hors sujet, mais je voudrais surtout saluer la mémoire de Johnny Hallyday. Et surtout parce qu'il aurait pu incarner ce combat. Il nous a rendu un grand service. C'est qu'en mourant le lendemain de l'autre vieille baderne, Jean d'Ormesson, au moins, la mort de Johnny aura éclipsé celle de Jean d'Ormesson, qui était vraiment l'exemple même de la fausse gloire, de la fausse gloire de la littérature française. Et au moins, c'est un vrai rocker qui est mort, ça vaut quand même mieux qu'un faux écrivain. Entre les deux vieilles badernes, mon choix était sur Voilà. En rappelant que Valeurs Actuelles... l'un des deux était un rebelle. Je ne dirais pas lequel. Allez, écoutez, vous êtes d'accord avec Ignace ce soir, cri du cœur d'un amoureux de la France. Notre nation est en détresse. Johnny nous a quittés. J'espérais que nous n'allions pas parler de Johnny. pourquoi pas. Je pense que Jean d'Ormesson fait plus pour le rayonnement de la culture française que Johnny Hallyday, personnellement. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Non, alors là, on ne va pas ouvrir un quatrième débat parce que ce n'est pas possible. Regardez l'heure, Laurent Dandrieux. Voilà. Donc on remettra Johnny. Français, si je veux avoir 20 ans à nouveau, il ne faut pas que je sois trop bavard. On aimait Johnny. Je vais contacter Dupont-Aignan. Je suis raide dingue amoureux de la France, nous dit ce jeune qui doit être voilà, c'est super. Merci, voilà, comme ça, déjà venu et déjà une star. Allez, on regarde maintenant la dernière question. Qu'avez-vous fait de vos 20 ans? C'est une chanson d'Aznavour. Quand on a 20 ans, on refait le monde. Les événements vous forgent une opinion et vous marquent à jamais. En 1983, quand vous aviez 20 ans, Laurent Dandrieux, 3 monstres sacrés de la culture francophone disparaissaient. Louis de Funès, qui avec 140 films connaîtra un succès qui dépassera les frontières françaises, dont notamment en URSS. Hergé nous quittait aussi. Tintin, c'était le vrai héros de la tradition européenne, celui qui triomphe par son intelligence et son courage, et non grâce à des pouvoirs surnaturels, comme dans les comics américains. En 1983, vos parents ont peut-être pleuré la mort de l'acteur et chanteur corse Tino Rossi. Il fut l'un des rares Français à avoir passé le cap des 10 millions de disques vendus. Le 5 octobre 1983, Lech Walesa recevait le prix Nobel de la paix, 3 ans après la création de Solidarność et après la grande grève des chantiers navals, mais surtout 6 ans avant la chute du mur de Berlin. Le 4 septembre 1983, les Français découvraient un nouveau parti admis dans la cour des grands. C'est le jour de la percée électorale du Front National lors du premier tour de l'élection municipale partielle de Dreux. Jean-Pierre Sirbois recueillait 17,6% des voix. Le tonnerre de Dreux, selon l'expression du secrétaire général du FN, se traduisait par une alliance RPR-FN au second tour. Malgré une mobilisation du showbiz sans précédent, la liste RPR-FN remporte l'élection avec 55,3% des voix. Alors, la disparition de Tino Rossi, Hergé et de Funès, le prix Nobel de Walesa ou le tonnerre de Dreux, que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? C'est pas défini. Quand j'ai 20 ans, je fais pas les choses à moitié. Hein. Ah oui, c'était une belle année, ça. Ah ouais, incroyable. Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans? J'étais à Sciences Po en première année, donc. Ça bossait dur. Et donc, ça bossait dur parce que c'était pas simple. Et donc, premier cours de Sciences Po, grand amphithéâtre, avec Michel Vinocq, qui faisait un cours sur littérature et politique, et qui nous expliquait qu'il y avait un auteur qui était très, très, très méchant, très, très, très mal, qu'il fallait surtout pas lire, qui était Pierre Drieux-La Rochelle, dont j'avais jamais entendu parler personnellement. Alors évidemment, on s'est tous précipités à la librairie Gallimard en sortant du cours. On a tous acheté Gilles et voilà. Ouais, et vous êtes devenu Gilles Cambier d'un seul coup. Et c'est devenu un de mes auteurs fétiches. Merci Michel Vinocq. Bon, alors voilà. Donc première année à Sciences Po, qu'est-ce qui vous intéressait à ce moment-là? Vous étiez, je sais pas, c'est Lech Walesa, c'est Jean-Pierre Sirbois. Oui, effectivement, moi Est-ce que vous étiez politisé? Allez, on va dire ça comme ça. J'étais pas politisé, c'est-à-dire que c'est à Sciences Po que des camarades m'ont fait découvrir la pensée de Maurras et que tout à coup j'ai compris. Sciences Po Maurras. Voilà, et des camarades, pas par les profs, hein, même si le cours des idées politiques était assuré par Raoul Girardet.
à l'époque, qui disait effectivement en cours magistral dans le grand amphi de Sciences Po, bon, il paraît que Mao Tse-tung est au programme, il paraît que c'est un penseur politique, moi j'ai plutôt parlé de Charles Maurras. Voilà. Et donc, le brave homme, mais je commençais à m'intéresser un tout petit peu à la politique, mais pas plus que ça. Donc Dreux, ça n'a pas été un tonnerre pour vous? Si, parce que je m'y intéressais suffisamment pour que ce soit un coup de tonnerre. Je me souviens d'ailleurs très très bien d'un édito que Raymond Aron avait publié dans l'Express à cette occasion, et je pense que c'est un des derniers éditos qu'il ait fait, il est mort quelques mois plus tard, où déjà il alertait la droite en disant attention à la tentation de diaboliser le Front National et de mettre une frontière étanche parce que c'est quelque chose qui pourrait nous coûter très cher pour de longues années. Et je pense que c'est un bel exemple de lucidité politique. Caroline Parmentier, je fais une incidente. Jean-Pierre Sirbois, il gagne parce qu'il s'est allié avec d'autres de droite. Information, 83, 2017. C'est comme ça pour info. Voilà. Et probablement il ne confondait pas comme d'autres. Ça. C'est vrai. Probablement il ne confondait pas comme d'autres alliance et vassalisation, effectivement. Ah, voilà, très bien. Voilà. Alors, et Lèche Walesa, alors là, oui, bien sûr. Et Lèche Walesa, oui, il se trouve que j'en ai fait un sujet de mémoire l'année précédente, j'étais en fac à Dauphine. Et j'avais été très sensibilisé à ce combat de Solidarnosc. Et je trouvais que en plus, c'était. Enfin, ça, j'en ai pas pris conscience à l'époque, mais avec le recul, je me dis que c'était un beau moment d'unité nationale, parce qu'on en parle beaucoup de l'unité nationale, mais on la pratique peu. Et c'est une des rares causes qui unissait à la fois la droite et la gauche. C'est-à-dire que pour la gauche non communiste, c'était formidable, parce que c'était ils voyaient surtout dans Lèche Walesa un ouvrier syndicaliste qui faisait trembler le système communiste. Et la droite voyait surtout le catholique fervent qui avait toujours le badge de la Vierge Marie à la boutonnière et qui parlait de Jean-Paul II dès qu'il avait une minute de libre. Et donc, ces deux courants qui se regardaient en chien de faïence le reste du temps manifestaient ensemble dans la rue. Moi, c'est les premières manifs que j'ai faites, c'était en faveur de Solidarnosc. On a dû se voir, alors. Et voilà, et j'ai trouvé ça très, très, très touchant. Et je reviens là justement de Pologne, j'ai accompagné un voyage de lecteur de Valeurs Actuelles pendant une dizaine de jours à la découverte de la Pologne. Et j'ai été vraiment, c'est la première fois que je séjournais vraiment, j'ai été bouleversé par ce pays parce que je n'ai jamais senti à ce point un pays aussi conscient de son identité, aussi fier de son identité et aussi conscient de ce qu'il devait au catholicisme. C'est-à-dire que c'est un pays qui a traversé des épreuves que je pense aucun autre pays au monde n'a traversé, au point de disparaître de la carte du monde quand même pendant plus de 100 ans, et qui a parfaitement conscience que c'est son identité catholique qui lui a permis de renaître à chaque fois et de survivre à tout ça. Et ils en gardent encore un souvenir extrêmement fort, vibrant et ému, et on le touche du doigt en y allant, c'est très, très, très émouvant. C'est vrai. On a fait d'ailleurs un très gros reportage sur cette Pologne qui se relève sur TV Liberté. Allez regarder sur le site, c'est un reportage passionnant fait par nos correspondants qui sont sur place. C'est quand même un pays où le président de la République a présidé les manifestations de consécration du pays à la Vierge Marie. Quand même. C'est quand même, voilà, bon. On est loin de la France. Et puis comme vous êtes le monsieur culture, on va quand même pas se quitter sans que vous nous ayez parlé de Hergé ou de Louis de Funès ou de Tino Rossi, parce que c'est Noël, petit Papa Noël, c'est Tino Rossi, mais pas seulement, c'est la Corse, c'est tout. Tino Rossi, je dirais pas que j'ai repris 2 fois des nouilles quand il est mort, mais ça m'a moins touché. Voilà. Moi j'adorais Tino Rossi. Moi. Et j'aime beaucoup de Funès, évidemment, et le Cornio et la Grande Vadrouille sont des grands moments, mais c'est quand même Hergé, parce que le monde d'Hergé, c'est effectivement un monde, c'est un peu notre Balzac à nous. C'est-à-dire qu'effectivement, Paul Vendôme a publié un merveilleux petit livre qui s'appelle Le monde de Tintin, calqué sur le titre du livre de Félicien Marceau qui s'appelait Le monde de Balzac. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Hergé, c'est que c'est pas seulement les aventures de Tintin, c'est tout un monde qui gravite autour, et un monde qui résume en fait toute la diversité humaine. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois, c'est un peu le prince des oxymores, Hergé. Il y a une chose qui est immédiatement enrichie et nuancée par son contraire. Par exemple, Tintin, qui est le héros qui est un peu le saint de vitrail, un peu lisse, un peu presque ennuyeux à force de perfection, et secondé par le capitaine Haddock, qui est le héros le plus fracassé, je pense, de l'histoire de la bande dessinée. Et Haddock, à côté de Tintin, c'est comme Falstaff qui débarque dans un Alexandrin de Racine, c'est comme les pieds nickelés qui déboulent chez la comtesse de Guermantes. C'est la contradiction permanente, c'est l'ébullition. Et tout est comme ça chez Hergé. Tout est duel, tout est riche, tout est contraire. C'est un condensé de complexité humaine, et c'est absolument inépuisable.
Voilà, eh bien, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Vous avez peut-être remarqué, ou vous le remarquerez, qu'en amont ou en aval de cette émission de Bistro Liberté, il y a un appel aux dons pressant qui est fait. C'est tout simplement parce qu'on est au mois de décembre, que c'est le moment de regarder avec quoi ses impôts, de regarder que l'on peut payer avec ses impôts ses propres idées en finançant TV Liberté. C'est pas seulement une chose comme ça, dérisoire, c'est une chose essentielle. Et pour TV Liberté, c'est bien évidemment vital pour que nous ayons la possibilité d'accueillir notre public, dont je remercie les donateurs qui sont ici, les plus jeunes, de remercier aussi les techniciens qui nous permettent de faire cette émission, de remercier le réalisateur Benjamin Nicolas et le producteur Arnaud Soyer, et de remercier une nouvelle fois notre invité Laurent Dandrieux, qu'on retrouve toutes les semaines sur et dans Valeurs Actuelles. Merci à vous, Martial. Merci à vous.